Bonjour et bienvenue dans le Trading Point, l'émission qui vous simplifie le monde des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec votre équipe habituelle, Jean-Luc, Baptiste, Phil qui devrait arriver normalement tout à l'heure, d'ici quelques minutes, et moi-même Quentin. Et notre invité spécial de ce soir, ce n'est ni plus ni moins que Thibaut de Cryptosphère, que vous devez sans doute connaître et qui va se présenter. Je me présente, Thibault Langlois-Berthelot, fondateur et président de Cryptosphère. Donc, en fait, Cryptosphère, c'est quoi? C'est tout simplement la première association étudiante en France pour la blockchain et les crypto-monnaies. On a créé en fait cette association il y a 10 mois à 4 personnes. C'est à Marseille, dans le sud de la France. Et maintenant, on s'est développé à Rennes School of Business, dans une seconde école de commerce. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on essaye de faire, se développer dans les écoles de commerce, d'ingénieurs et les universités pour essayer d'expliquer aux étudiants un petit peu ce qui se passe dans l'univers de la blockchain et des cryptoactifs. Et donc voilà à peu près voilà nos objectifs. On propose des meet-ups, des conférences, des interviews, des analyses. Voilà. On est aussi axé beaucoup sur le physique avec donc des meet-ups qui sont réguliers, des conférences régulières, projets en interne qui devraient arriver l'année prochaine. Et on essaye aussi du coup de se développer nationalement. Notre association. Eh ben c'est très bien. Alors on va passer vite fait au planning de ce soir. Il sera assez simple et axé sur l'actualité, enfin vous verrez de suite. Alors déjà dans un premier temps, je pense qu'on va aborder les outils pour, comme dit dans l'annonce, pour faire un trading efficient, pour être un peu plus précis, pour éviter toutes sortes de biais qu'on puisse avoir. Bah, la tendance générale du marché crypto, comme d'habitude, hein, le petit point, le dernier sur ce Bitcoin, un petit point trade sur les marchés financiers classiques, pardon. Toujours Wall Street qui se voile la face, comme dirait notre ami Phil. Et le grand débat de ce soir, et je laisserai d'ailleurs beaucoup Thibaut argumenter là-dessus, c'est la blockchain. Est-ce qu'on serait sur le point d'avoir une prise de conscience collective? Voilà, je pense que c'est vraiment les mots à laisser sur ça. Et je propose qu'on commence de suite du coup. Tu voulais nous présenter un setup tout à l'heure, Jean-Luc. Oui, salut les crypto-dingos. Un petit setup sympa que je suis en train de finaliser, mais j'ai commencé déjà à le mettre sur le site dans Analyse technique. C'est un setup qui s'observe en n'importe quelle unité de temps, mais sa pertinence, elle est pas mal sur le 4 heures. Donc en fait, c'est très simple. On prend un ACD traditionnel, réglé de base par le concepteur, qui est en 26, 12, 26, 9, d'accord? Tout simple. Ensuite, sur les cours, sur les graphes, on y ajoute deux moyennes mobiles, donc la 12 et la 26 exponentielles. C'est-à-dire que les moyennes mobiles correspondent à l'indicateur de base. Donc l'idée, c'est ça. C'est que Tu as un je graphique à vous... présenter sur... Ouais, allez, je vous mets un petit graphe de suite sur analyse. C'est un graphe récent sur ZRX en 4 heures. Alors, quel est l'avantage de ce setup? L'avantage de ce setup, c'est pour que pour les personnes qui ne sont pas devant les écrans ou qui n'ont pas trop le temps, ou qui observent, qui veulent pas rentrer dans le bruit du 5 minutes ou du 15 minutes pour les scalpers, enfin pour les zones, pour les personnes qui travaillent en intraday, hein, qui ont un peu plus d'expérience, ça permet en fait en 4 heures d'attendre un signal. C'est quoi le signal? Tout le monde voit le graphe dans l'analyse technique? Tout le monde le voit? Ouais. Je pense que Ok. ça veut dire oui. Donc voilà, l'idée, vous voyez, il y a deux moyennes mobiles, donc la 12 et la 26 sur les cours. L'idée, c'est de rechercher une divergence de comportement de l'indicateur par rapport au cours, d'accord? Et ensuite, on attend un signal du MACD, c'est-à-dire quand le MACD 12,26 passe la ligne des zéros, d'accord? C'est un signal acheteur. C'est un signal acheteur. Donc l'idée, c'est de quoi? C'est de chercher une troisième vague, c'est-à-dire que ce signal, souvent, c'est un signal qui donne une indication d'une première vague, c'est-à-dire d'une vague qui est initiatrice. D'accord? C'est une vague de précurseur. Après la vague de précurseuse, donc la première impulsion haussière que vous voyez sur les cours, on a une petite corrective. Vous voyez, j'ai mis la flèche rouge. Donc la flèche rouge, ce sont les contrariens. Les contrariens, c'est-à-dire c'est ceux qui commencent un peu à encaisser les bénéfices sur la première vague et ceux qui tentent de vendre cette première impulsion. En fait, l'idée là, c'est de travailler la troisième vague. C'est une vague de consensus.
Donc voilà l'idée de ce petit setup. Donc je vous invite à mettre sur vos graphes les deux moyennes mobiles plus un MACD. Vous verrez, c'est d'une très grande pertinence, c'est tout simple, mais c'est vraiment très très efficace. On peut l'observer sur plein d'unités de temps, mais sur le 4 heures, c'est sympa. Pourquoi? Parce que sur le 4 heures, on aura très peu de signaux, et surtout, il y en aura beaucoup moins que sur le 30 minutes, sur le 1 heure ou sur le 2 heures. Donc l'avantage d'attendre le 4 heures, c'est que quand on a des retournements qui sont plus ou moins intéressants, on les voit à partir du 4 heures. Donc l'idée, c'est ça, c'est dès qu'on a la divergence, le signal de passage au-dessus de la zone des zéros au MACD, c'est de prendre la troisième impulsion, c'est-à-dire la troisième vague. Donc tout le monde voit l'indication sur ZRX. Et si vous regardez un peu plus haut, j'en ai fait d'autres avec ICX, avec Zilliqa, avec POA, on a eu aussi aujourd'hui, on a NEO. En fait, le setup, vous allez pouvoir l'observer sur plein de petites, sur plein d'UT, sur plein de pépites connues. Et c'est un setup super simple. Donc, je vous invite à mettre donc les deux moyennes mobiles sur vos graphes en 4 heures. Le MACD tout simplement, et vous allez voir, ça va vous enlever plein de faux signaux. Et surtout, ça va vous permettre de trouver des retournements sur la base du 4 heures. Donc, le 4 heures, c'est quand même une unité de temps assez lourde. Ça permet en général de ne pas rentrer sur tous les mouvements qui se déclenchent. Et ça permet de filtrer correctement. Donc voilà, essayez ce petit setup, vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est une petite base. Après, ça n'empêche pas de rajouter vos propres indicateurs et de rajouter ce que vous voulez dessus. Mais pour une première base de trading, c'est très très simple et c'est assez efficace. Donc on le voit bien, tant qu'on est sur les moyennes mobiles 26 et 12 sur le 4 heures et que le MACD est sous zéro, on n'a rien à faire. Il ne faut surtout rien faire, il ne faut pas chercher le point bas. Par contre, dès que vous voyez que une divergence et qu'ensuite le MACD 4 heures passe la bande des zéros, là c'est une alerte. Donc il faut faire sur TradingView un petit système d'alerte très très facile qu'on peut le faire, on peut le programmer rapidement. Vous êtes alerté, donc on voit les deux moyennes mobiles du MACD qui passent à la ligne des zéros. Et ensuite, dès que la corrective, c'est-à-dire que la deuxième vague est cassée par le haut, on rentre en position sur la troisième pour travailler une troisième vague. Et alors l'invalidation c'est super, pourquoi? C'est parce qu'on a les moyennes mobiles qui sont acheteuses, qui sont montantes. Donc l'invalidation, c'est le trend vert dynamique qui monte. Donc si on serait passé en dessous, on aurait été stoppé. Donc là, l'avantage, c'est quoi? C'est que le signal est donné par le 4 heures, donc c'est une unité de temps assez lourde. On atteint la corrective de l'oblique rouge et on rentre sur la troisième vague. Donc ce petit setup, je vous invite à l'observer sur ZRX pour voir un petit peu ça fonctionne. Et en même temps, aujourd'hui, vous allez voir, il apparaît sur NEO, il apparaît sur plein de coins. Sur POA, sur plein. Vous allez voir le signal et ça va vous permettre de le mettre dans votre besoin, ce petit setup. Et de temps en temps, eh bien, quand vous ne savez pas trop, que vous cherchez, vous avez une info, par exemple, un ami vous dit, regarde ce coin, il est super, achète-le, il n'est pas cher. Eh bien, vous allez voir que tant qu'on n'a pas ce signal en 4 heures, eh bien, il vaut mieux éviter de chercher un point bas sur un coin. Alors, c'est vrai qu'on ne prend pas la première vague. L'idée, ce n'est pas de prendre la première vague, parce que là, on ne savait pas qu'il allait avoir cette impulsion. L'idée, c'est d'attendre qu'il y ait la succession de divergences. La première impulsion, donc l'initiation, c'est-à-dire la précurseuse, la vague précurseuse, on est alerté par le passage des zéros. On attend que la deuxième vague corrige, et quand on corrige la deuxième vague et qu'on casse par le haut, on rentre à l'achat. Est-ce que c'est clair le setup dans l'analyse technique? Ça vous parle? Il vous est simple ou compliqué? Ça va? Si jamais vous pouvez poser des questions, je vois que vous avez tous les micro-mute, n'hésitez pas, c'est une nouvelle forme d'émission, on va dire. N'hésitez pas avec l'interaction, on n'attend que ça. Donc vous allez voir, c'est super simple. Vous ne mettez que les chandeliers, pour ceux qui aiment. Chandelier, MACD et les deux moyennes mobiles, vous allez voir la pertinence, c'est très très simple. Donc en dessous des moyennes mobiles, en 4 heures, on ne cherche pas à acheter. C'est plutôt vendeur, c'est plutôt short. On short les cassures baissières pour ceux qui veulent faire du short sur du levier, si c'est permis sur des coins, par exemple sur EOS, c'est le même principe. Donc on peut vendre sous la moyenne mobile 26 et la moyenne mobile 12 en 4 heures, dans l'exemple. Par contre, dès qu'on a les divergences et que le MACD passe au-dessus de 0, eh bien là, on n'est plus dans une recherche vendeuse, on est dans une recherche acheteuse. Vous voyez le principe? Et vous allez essayer aujourd'hui sur vos petites pépites favorites et vous allez voir que le setup apparaît sur plein de trucs intéressants. On l'a eu sur XLM, c'est en cours, XLM. On l'a eu sur ELF il y a plusieurs jours, en 4 heures. ELF, on le voit bien.
Ouais. Tu as Virus dans le chat live, et je t'invite à te mettre dessus, qui demande on le trouve où le setup pour le trading? Alors, le setup, il Tu est. peux le Alors, réexpliquer tout à l'heure? Enfin, tu peux le réexpliquer ouais. pour Virus, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, le setup, c'est simple, c'est deux moyennes mobiles de référence, comme celles qui sont sur le MACD. Donc, on met deux moyennes mobiles exponentielles sur ces cours, la 12 et la 26, exponentielle. C'est tout. D'accord? Une fois que ces deux moyennes mobiles sont mises, le setup, il est simple. On va dans l'analyse technique, j'ai fait un petit graphique là. Vous le voyez? Tout le monde le voit? Ouais. Ah bah, du coup, apparemment, Donc, Yannick, c'était good. ok, impeccable. Ben voilà. Donc, si vous voulez avoir une idée du setup, vous faites une petite photo de l'exemple que j'ai fait sur ZRX. C'est parfait, c'est l'exemple parfait pour trouver c'est l'exemple parfait du setup. Donc, la divergence, passage de la ligne des zéros, la petite corrective, cassure de la petite corrective, et en fait, on va travailler la vague de consensus. C'est-à-dire que la première vague, ben, on ne savait pas, elle a été initiée, on l'a loupée, à moins que d'avoir eu une information très importante, mais on ne savait pas que c'était le point bas. Donc on loupe la première vague, c'est pas grave. Le signal nous dit attention, on passe la ligne des zéros, il y a un signal bulle puissant. D'accord? Donc on est attentif à la petite correction, la deuxième vague. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est travailler la troisième vague. Voilà, J'ai donc une petite l'exemple de question. ZRX, il est parfait, ça peut vous servir pour plein d'exemples. Voilà le setup. Mm. J'espère que ça va vous servir et vous allez gagner Jean-Luc, tu as faire une de belles question? petites plus belles. Oui. J'ai une petite question, Jean-Luc. Ouais. Comment est-ce que tu as tracé le support vert, donc à 0.0011 Alors, je l'ai tracé comme ça, a posteriori, si tu veux. Après, Ok. je ne l'avais pas, hein. Je l'ai mis comme ça pour l'exemple. C'est pour donner un cadre technique, j'allais dire comme. Ça y est, je prends le vocabulaire de Philérix, moi. Ça y est, Phil, s'il déteint. Ok, Phil super. sort de ce corps. Attention, on est en train d'avoir des liquidations de short. Et en fait, voilà, l'exemple, c'était, en fait, c'est surtout de casser la petite flèche rouge et de rentrer à l'achat à la cassure de la flèche rouge. Voilà. Après le passage des zéros sur le MACD, l'indicateur d'origine. C'est ça l'intérêt. Donc, trouver la divergence, le passage du MACD de l'indicateur au-dessus de la bande des zéros. Et quand on a cette indication, ça veut dire on a une première vague. Ça ne veut pas dire que ça va partir bulle à gogo. Ça veut dire qu'on a une première vague. Soyez attentifs à la corrective, à la flèche rouge. Si la flèche rouge est cassée, je rentre à l'achat. C'est ça un peu le message. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en 4 heures, comme il y a très peu de signaux, si on regarde l'historique récent par la gauche, on voit qu'il n'y a pas eu de signaux sur ZRX depuis un certain moment. Donc en fait, l'avantage des 4 heures, c'est quoi? C'est sur le coin sur un coin que vous observez, sur un cryptoactif que vous êtes à l'affût d'un rebond ou vous voulez l'avoir dans votre portefeuille, eh bien tout simplement, vous mettez une petite alerte de TradingView en disant quand le MACD passe la ligne des zéros en 4 heures, préviens-moi. Donc maintenant, on peut envoyer des SMS, des mails, etc. Donc vous recevez en 4 heures votre petit SMS si vous n'êtes pas à la plage ou je ne sais pas où, ou vous n'êtes pas loin à la maison, vous rentrez, vous regardez, vous dites, oh tiens, c'est sympa ce petit setup, je le connais. Divergence, passage au-dessus des zéros, il y a une première impulsion haussière. Si jamais on casse la corrective baissière, je rentre pour la troisième vague. Voilà le setup. Il est super simple, mais il est d'une efficacité redoutable. Ça, c'est juste un petit setup pour trouver des fois des points de retournement sans vous prendre la tête avec trop de complexité. Et on peut observer en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures, mais il y aura beaucoup plus de signaux en 30 minutes ou en 1 heure. Et là, l'avantage du 4 heures, c'est que les signaux, ils sont tellement... il y en a assez peu, il n'y en a pas beaucoup. Ça permet de bien filtrer et d'attendre des occasions beaucoup plus, qui pourraient avoir sur le moyen et long terme un peu plus d'impact. Voilà. Ça va vous permettre surtout de ne pas tirer sur tout ce qui bouge, de bien filtrer vos prises de position et de pouvoir décider sur des coins qui sont quand même détenus par des fonds spéculatifs, par exemple, ou qui sont détenus par on va dire le top 20 ou le top 50 crypto, ou des coins dont vous avez entendu parler, d'une grande potentialité, par exemple. C'est plus efficace de rentrer sur des projets qui semblent quand même pertinents. Donc voilà ce petit setup. Si quelqu'un donc maintenant vous propose un coin, allez en 4 heures, regardez si le setup correspond à celui du ZRX que je viens de mettre sur l'analyse technique. Et puis si ça se présente de la bonne manière, vous penserez à moi, vous direz tiens, le setup il est pas mal. Oui, mon ami m'a donné un coin, il se vérifie sur le setup en 4 heures. Je peux passer à l'achat, ça semble intéressant.
Mettez simplement ces deux moyennes mobiles et le MACD, c'est très très simple. Et tant que vous êtes en dessous des moyennes mobiles, il n'y a rien à faire. Ou vendre si vous pouvez le faire sur un exchange qui vous permet de faire des shorts ou des ventes, des ventes. Et par contre, dès que les moyennes mobiles sont vertes et qu'elles sont haussières, à ce moment-là, c'est complètement différent. On essaye plutôt de faire des achats. Voilà, un petit setup tout simple et surtout en 4 heures. Alors, on peut l'observer en 15, en 30, en 1 heure, mais il n'y aura plus de signaux, ça sera plus délicat, il y aura plus de déchets. Alors qu'en 4 Le heures, ça vous bruit. laisse plus de bruit, plus de liberté. Et en 4 heures, pour ceux qui ne veulent pas rester toute la journée devant les graphes ou qui ne veulent pas prendre tous les signaux, eh bien, une fois que vous avez le MACD qui est passé au-dessus de la zone des zéros, première alerte, vous regardez s'il y a une corrective. Comme la petite photo enregistrer la petite photo qu'il y a dans l'analyse technique, ça va vous servir de support de base. Et quand vous allez voir ce petit setup, eh bien, ça va vous permettre de rentrer. Pourquoi? C'est intéressant parce que là, on est sur du 4 heures. Donc, sur du 4 heures, bien les mouvements, ils vont durer peut-être, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 bougies de 4 heures, ça fait un mouvement de 24 heures. Donc, ça permet quand même d'avoir un peu de liberté. Quand on a pris position, eh bien, on sait que pendant 24 heures, on va essayer de tenir la position où c'est plus confortable. Voilà. Par contre, si on regarde le setup en 5 minutes, il va y avoir plus de déchets, plus de bruit, plus de signaux, c'est plus compliqué. Mais ça marche aussi de la même manière. Donc, je vous invite aussi, pour ceux qui veulent un peu faire un peu de scalp ou faire un peu de choses comme ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir plusieurs unités de temps dans le même sens que le 4 heures. Ou, très clair, merci, il faut juste que je m'abonne à TradingView maintenant. Oui, ça, c'est la base. Ah, complètement. Bah tiens, Ça, du c'est la coup, base. ça va me permettre de switcher un peu de sujet, toujours sur les outils. Le premier outil à avoir pour trader les crypto-monnaies, enfin, à ma connaissance, hein, parce que je sais qu'il y avait aussi MetaTrader ou ce genre de choses qui s'y mettaient, mais le meilleur outil actuellement pour trader les cryptos reste TradingView. Il n'y a pas à alors là, je vais parler crûment, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est TradingView. Après, je peux vous proposer aussi plusieurs outils que j'utilise entre guillemets au quotidien, que je vais vous les poster directement dans le chat live. Je vous conseille de les mettre en marque-page. Premier que je vais poster, hop, ça va être Bitcoinity. Je ne sais pas si certains le connaissent, mais moi je m'en sers entre guillemets beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et surtout, ce que je regarde la plus grosse partie du temps, c'est l'order book. Alors attention, je précise, l'order book, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre comme une vérité absolue, qui est totalement significatif. Ah, le marché va aller tout en bas parce qu'il n'y a aucun acheteur, le marché va tout en haut parce qu'il n'y a aucun vendeur, ce genre de choses. C'est à prendre entre guillemets au second degré et un peu comme une, pardon, un peu comme une généralité. Voilà, au moins c'est dit, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. L'order book n'a jamais été un bon indicateur en soi. Mais combiné avec tout un tas d'autres outils ou d'autres indicateurs, comme Jean-Luc a pu vous donner récemment, qui peuvent vous donner des indices sur la tendance en potentiel daily, voire peut-être même plus loin euh, sur, sur, euh, sur une tendance peut-être plus long terme, Bitcoinity est là. On a tout ce qu'il faut, les trades par minute, volatilité, l'arbitrage aussi, pour ceux qui aiment bien voilà, Cryptosphère, si jamais tu pourras le Oui, présenter juste après. Ce sera peut-être plus simple pour qu'on comprenne. Voilà, donc on a tout ce qui est trade par minute, volatilité, l'arbitrage pour ceux qui aiment faire ce genre de choses, et on s'y intéresse jamais assez, mais ça peut être lucratif. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous présenter? On avait aussi un petit outil pour surveiller les corrélations. Hop, qui se nomme Nubium. Donc je doute qu'il y en ait qui connaissent, mais Nubium c'est pas mal du tout, c'est pour surveiller un petit peu les corrélations entre les différents coins. Bon, sur ce pas c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est les 10 coins les plus capitalisés du marché. En dernière position il y a Tether, mais bien sûr lui ne varie jamais. C'est un stablecoin, hein, je rappelle quand même. Mais on a un tableau de toutes les corrélations. Et ça c'est plutôt pas mal. Si vous tradez, avec du levier ou non, en short ou en longue. Ce qui est intéressant à regarder, ce qui est toujours le cas, et je peux même le sortir maintenant à l'instant T. Par exemple, Bitcoin aujourd'hui a fait une poussée, il a fait plus 4,70%. C'est très bien. Bitcoin Cash a fait 6,57%, IOTA a fait quasiment 10%, enfin 9,57%.
Qu'est-ce qu'on a les ETH, il est où? ETH USD 5,53. Ils sont toujours, tous les altcoins auront toujours plus de force et feront toujours un plus gros pourcentage que le Bitcoin. C'est pour ça que surveiller les corrélations et notamment les alts les plus corrélés au Bitcoin. En gros, si Bitcoin est montant et qui fait 3%, et on va avoir un alt qui va en faire 6. Qu'est-ce que c'est mieux? Enfin, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui est mieux? Faire 3% sur Bitcoin ou 6 sur un altcoin en ayant pris 5 minutes de plus pour étudier ce petit tableau des corrélations. Je rappelle aussi qu'on peut le faire via Trading Point. Trading Point. On a un lien pour le tableau? On a un lien? Bah oui, je l'ai posté dans Chat Live. Bravo, merci. Non, tu l'as posté dans l'analyse technique en l'occurrence. Dans Analyse technique? Ouais. Oh, excusez-moi, je suis débile. Hop, je vais tout reposer. Alors, je suis vraiment désolé. Et du coup, voilà, j'ai reposé Newbium dedans. Et je vais reposer, hop, dans le chat live, Bitcoinity dont je vous ai parlé juste avant. Donc Newbium, qui est pas mal du tout pour ce genre de choses. Bon, alors, je pense que vous le connaissez tous maintenant et Jean-Luc vous en a sans doute déjà parlé pas mal de fois. CoinMarketCal, qui je dirais est indispensable pour jouer au trading de news. Alors jamais s'y prendre sur l'instant T parce qu'en général, quand la Les nouvelles news, sont absorbées par le marché. voilà, les news sont déjà arrivées sur le marché, alors que sur CoinMarketCal, on peut avoir plusieurs semaines, voire mois d'avance. Moi à l'époque, je me souviens que j'avais joué un gros coup sur comment il s'appelle, sur Ethereum classique. Quand ils ont juste avant le airdrop de Callisto, je crois que je sais plus c'était deux ou trois bons pumps successifs en même temps qu'il y avait on était quand même en marché baissier du Bitcoin, hein. Mais on a eu trois bons pumps successifs ou deux, je ne me souviens plus exactement, euh, qui auraient pu vous remplir les poches. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et puis forcément, bah, CoinMarketCap, hein, l'outil le plus basique. Ah si, il y a un outil dont je vous ai parlé, je vais essayer de vous le trouver, qui est sur Twitter, c'était Whale Call. Pop, 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 hein, je vais essayer de vous le... Moi, j'en ai un en attendant que tu le retrouves. C'est Yes. mon petit préféré. C'est CoinCheckup. CoinCheckup, assez génial. On peut chercher par catégorie. Il est énorme. Franchement, je vous invite à aller chercher sur CoinCheckup. C'est une mine d'or, une mine d'informations. Bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, celui-là. Mais vraiment, CoinCheckup, c'est une référence. Et ça permet de faire des recherches qui sont très, très sympas. Alors qu'il y a Il y a un truc qui est bien aussi, c'est CryptoPanic. Cryptosphère. Je sais pas si vous connaissez Oui, CryptoPanic. super. Je crois que tout le monde va mettre ses liens ce soir. On va se lâcher sur les liens chacun. Ah bah c'est ça. Et Cryptosphère, après, il a mis un beau lien aussi. Alcoin Analytique. Ouais, merci. Merci les gars. De toute façon, ce qu'on croit trouver en pépite et que les autres n'ont pas, qu'on le garde pour soi-même, des fois, ça sert à rien de le garder pour soi-même parce que c'est dans l'échange qu'une autre personne trouve une autre astuce dans le lien sur le site. Et en fait, c'est dans le partage qu'on arrive à progresser tous ensemble. Il y a de la place pour tous et on n'est pas en compétition, on est surtout en mode progression en Ouais, équipe complètement. et chacun peut gagner. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite complémentarité avec ce que vous avez dit, c'est que les indicateurs techniques, effectivement, bah, ils sont indispensables. Les indicateurs sentimentaux, je pense personnellement que sur le marché des cryptoactifs, c'est hyper important d'analyser le sentiment du marché. C'est pour ça que je vous ai mis le lien de Altcoin Analytics. Train de Parce qu'en Google, fait, il marche vous pas avez- ton lien. Excuse-moi de te couper. Il fait erreur 4. Ah, ça y est, pardon. Pardon, j'arrive. Du coup, en fait, donc vous allez avoir un crypto sentiment average avec la popularité. C'est basé sur les tweets, sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas mal du tout aussi, je trouve, d'analyser un petit peu les sentiments des investisseurs. c'est fondamental. Le Google Trends, c'est Merci, hyper puissant. merci. Quoi. Et alors, Tu c'est peux voir, simple comme aussi. tu dis, tu peux voir aussi comment dire, Pour les ICO aussi, ça doit être pas mal aussi. Hein. la psychologie du marché, c'est hyper important de voir tout ça, comment les gens veulent acheter, comment ils veulent voir. En fait, tu vois un peu un order buy, mais en train de Google, quoi. Merci, super lien ça. Bravo. Et du coup, donc je vous disais tout à l'heure,
Je vous l'ai posté, je vais vous le reposter un petit peu plus bas. Alors c'est des liens, enfin c'est pas des liens, c'est des noms Twitter que je vous invite à mettre. C'est Whale Calls et Whale Calls Alt. J'en ai déjà parlé notamment dans les quelques émissions qu'on a déjà passées ensemble. C'est un indicateur indirect. En fait, c'est un bot Twitter qui va vous prévenir dès qu'un gros mouvement entre guillemets est en train de se passer. Whale Calls. Hop, est-ce que Phil serait avec nous? Yes, je suis là. Salut Petit Phil, retardataire, bonjour à Phil. Oui, petit et je risque coquin. de repartir avant, hein, mais Et du coup, je disais, donc on a Well Calls. C'est pas mal du tout, ça vous prévient de la liquidation des shorts et des longs, ça vous prévient à l'instant T. Donc, si vous êtes en retard par rapport au mouvement, ne cherchez pas à rentrer, il est sans doute déjà trop tard. Ou sinon, cherchez un potentiel autre point d'entrée sur un pullback, sur la cassure d'une prochaine résistance ou voilà, enfin, ne rentrez pas tout de suite, mais qui confirme les mouvements ou qui peut potentiellement relancer une tendance inverse. Donc, à suivre. Et Well et du Calls coup, on a Alt, c'est cassé pareil. du stop ou pas là alors? Bah là, je pense qu'on a cassé du stop. Tout à l'heure, il s'est mis à sonner brusquement dans l'après-midi, pendant Ok, sa ouais. petite montée. Bah voilà, Faire, Baptiste, il est tu super aussi. avais des Oui, indicateurs, toi, Baptiste? Des Moi, c'est choses un qui peu tout ce que t'a... vous avez dit. Moi, je suis un Telegram, c'est pas du pump and dump du tout. C'est Whale Pump Reburn. En fait, ils ont arrêté de faire des signaux, hein. C'est pas compliqué, le marché va mal, ils font pas de signaux. Et en fait, non, mais c'est pas genre un truc où tu as 150 signaux par jour, c'est des analyses techniques qui sont posées. Et en fait, ils disent où acheter, où vendre, mais tu n'en as pas 150 par jour, quoi. C'est vraiment sur du moyen terme. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que de manière générale, ils ne se trompent pas. Et c'est sur des valeurs un peu sûres, quoi. Donc en fait, c'est un peu suivre un trader comme on ferait sur Economy. Pour ceux qui connaissent Economy, c'est hyper pratique. Et après, comme vous avez dit, tu as CoinMarketCap qui est hyper important parce que les news, il faut toujours suivre ce qui se passe pour voir les coins qu'on suit. Et puis les classiques, comme vous avez mis, quoi. Ni plus ni moins. Hmm. Parce que comme a dit tout à l'heure Thibaut, le trading, c'est de l'AT, de l'analyse fondamentale, comment dire, du psychologique qu'il faut éviter, c'est plein de choses, quoi. C'est un peu un micmac complet. C'est pas mal du tout. Et toi, Phil, t'as des indicateurs, mis à part le tien qui apparemment fonctionne très bien? Des Ouais, choses qui te... moi, j'en regarde quelques-uns, comme ceux que j'ai présentés la dernière fois, là, les ratios Boulbert, qui ressemblent un peu à ce que tu avais, mais en anticipatif. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas partie des gens qui vont trader les mouvements déjà en cours. Je respecte totalement ce qu'ils font, encore une fois, mais ce n'est pas du tout mon type d'investissement. Enfin, moi, je n'ai pas vraiment d'investissement, ce que je fais. Mais ce n'est pas mon type de trading, on va dire. Tout le monde le sait. Hein, voilà. Moi, je suis plutôt le profil, le summum de l'agressivité. C'est-à-dire que moi, je vais t'acheter un marché qui tombe et je vais te vendre un marché qui monte. En tout cas, je vais acheter le marché alors que tout le monde perçoit encore une tendance baissière. Je vais commencer à vendre le marché alors que tout le monde perçoit encore une tendance haussière. Mais donc, dans ce sens-là, c'est un type de trading très particulier. J'ai déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi j'ai recours à ce truc-là. Tout simplement parce que quand tu veux prendre des gains, il n'y a que deux façons de faire. Soit tu utilises du levier, soit tu prends du risque. Et en fait, c'est un choix qui n'a qu'une seule possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, prendre du levier, ce n'est pas possible, puisque ça amène tout simplement, inévitablement, à la mort de ton compte. Quoi qu'il arrive, c'est qu'une question de temps. Hein. Ceux qui sont les plus chanceux, ça peut prendre des fois plus d'un an, 2 ans, avant qu'ils se fassent cramer un beau jour. Mais sinon, normalement, tu as recours au levier, tu meurs. C'est un lien de cause à effet pratiquement. C'est tellement connu en fait, et tout le monde t'avertit de ça, et pourtant tout le monde fait toujours la même erreur d'utiliser du levier. Alors que quand on veut juste avoir des gains suffisants et quand on a un petit compte, il suffit d'avoir recours au risque, puisque évidemment le risque c'est un truc qui va aussi planter la plupart des gens. Puisque prendre du risque, tout le monde n'est pas capable de le faire. La différence, c'est qu'entre prendre du levier et prendre du risque, la résultante, elle dépend de ton travail et de ta capacité à gérer ce risque. Le levier, ça dépend juste du temps que tu vas mettre à te faire cramer le compte, et ce n'est qu'une question de temps. Au moins, c'est dit, c'est fait. Le pessimisme de Phil est de retour, les amis. Alors, désolé, je viens de craquer pendant Avec, 2 avec secondes. ce que dit Phil. Pour le Mais coup, non, mais c'est pas du le, pessimisme, le encore une fois, leverage, c'est Non. juste du assez, bon gros assez réalisme, risqué. quoi. Oui, oui, non, mais je vais pas dire le contraire. J'en ai fait les frais aussi. Je peux pas dire le contraire. J'ai failli craquer un moment. Je peux pas. T'inquiète pas. Et oui, mais Je je serais te pas dis, passé en dans le cause. trading, on est tous passés par cette case où on teste. Si tu veux, quand tu sais pas trop et que tu apprends le trading, tu testes les bornes. C'est comme je dis toujours, c'est comme si tu apprends à conduire.
C'est pas parce que tu as passé ton permis que tu peux conduire. Mais pourtant, en général, quand tu as passé ton permis et que tu vas te retrouver seul au volant, tu vas faire quoi? Tu vas chercher à pousser ta bagnole à 180 km/h pour voir ce qui se passe. Tu vas essayer de tirer un peu dans les virages pour voir ce que c'est que la tenue de route. Sur une route mouillée, tu vas essayer de tirer un peu tes virages pour voir à quel moment ça dérape. Tu vas tester les limites. Mais tu fais la même chose en fait en trading. C'est exactement les mêmes procédés psychologiques qui sont derrière ça. C'est qu'à partir du moment où tu penses maîtriser quelque chose, tu vas tester les limites de ta maîtrise du sujet. Et en fait, clairement, tout le monde a testé le levier. Et personne ne peut s'empêcher de le faire. La question, c'est juste que si tu le fais un peu, puis que tu te rends compte rapidement que tu vas t'y brûler les ailes, c'est bien. Tu as fait l'erreur, tu auras probablement pris une perte assez conséquente et tu vas t'en souvenir, et tu ne remettras pas les pieds là-dedans. Par contre, tu as des gens qui, malheureusement, sont biaisés complètement par ça, ils ne se rendent pas du tout compte des erreurs qu'ils commettent. Malheureusement, ces mecs-là, ils se font cramer soit d'un coup très rapidement, soit à petit feu. Je te dis, tu utilises le levier, ça peut se passer très bien pendant 6 mois si tu as un peu de chance. Le jour où tu n'auras pas de chance, le levier il va t'effondrer. Faudrait vraiment que j'enregistre un jingle un petit peu dramatique pour te le passer quand tu finis tes phrases, Phil. Un jingle dramatique. Pourquoi? Ouais. C'est pas dramatique ce que je te dis. Non, mais c'était Mais non, mais Non, et encore puis, une fois, même une bonne méthode, elle peut se dérégler dans le temps. Donc, même avec une méthode, si on a du levier, on part dans le mur. Mais oui, voilà, c'est ça. Quoi qu'il arrive, méthode, pas méthode, talent, pas talent, levier, c'est pas possible. Voilà. Levier, c'est juste que quoi qu'il arrive, ça va te pousser dans tes retranchements. On a fait une émission sur la psychologie et c'est la base, c'est le premier des trucs qui t'amène dans des raisonnements irrationnels. C'est l'utilisation du levier qui décuple ta perte, qui fait que ton cerveau va tout simplement te protéger du stress que ça va générer. Donc toi, tu traites jamais avec des leviers, du coup. Jamais. Alors si, mais sur des actifs faiblement volatiles. C'est-à-dire que le levier, il faut bien comprendre, c'est pas une chose. Alors le mot est mal choisi, mais en fait le levier c'est un levier, mais dans le levier au sens physique, c'est que c'est quelque chose que tu modules en fonction de plusieurs paramètres, le risque, le pourcentage de. J'ai fait une émission là-dessus sur le money management. Le levier, c'est un des leviers donc qui permet de bien dimensionner sa position par rapport au risque qu'elle a, les pourcentages de probabilité, les pourcentages de réussite qu'elle va avoir, l'expérience du trader et tout ça. Ça permet en fait de gérer ce truc-là. Et évidemment, par exemple, celui qui me dit je mets du levier sur le Bitcoin, je lui dis c'est pas possible. Moi, le plus gros levier que j'ai mis sur le Bitcoin, c'est quand j'avais une très forte conviction et c'était 0,5. C'est-à-dire que 1% de variation sur le Bitcoin, ça faisait varier mon capital de 0,5%. Et c'était le maximum de levier que j'ai eu et je ne suis pas resté bien longtemps sous ce levier-là. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Par contre, sur la UDNZD, actuellement, je suis sur un levier de 7 parce qu'on est sur un forex qui va bouger, où l'objectif et la target finale, elle est de l'ordre de 10 à 15% et c'est un trade hebdomadaire qui va mettre plusieurs mois avant d'arriver sur sa target. Donc, c'est vraiment, tu vois, on parle de contexte complètement différent entre une paire de devises où je vais mettre un levier de 7 parce qu'elle est faiblement volatile et un actif complètement débridé comme le Bitcoin où là, par contre, je te dis, je vais garder des leviers très, 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 très faibles qui compensent la volatilité, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Bitcoin, là, il nous a fait donc, je pense que c'est ça qui intéresse aussi beaucoup de monde. Il nous a fait un léger sursaut, je dirais. Enfin, il est en train de continuer dans son élan. C'est quoi? C'est comme d'habitude, on a essayé de briser une résistance. Enfin, on a vendu on a vendu le support avant de l'avoir brisé, ce genre de choses. Et d'un coup, retournement forcément ou enfin retournement, léger retournement. personnellement, j'ai un petit problème avec le BTC, c'est que le timing en fait de sortie ne correspond pas. C'est un peu bizarre. La dernière fois, on avait la parole aux bulles dans une phase qui pouvait être haussière, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir sur ce fameux support une réaction des bulles. On n'a pas eu et on a baissé en phase haussière. Et là, maintenant qu'on est sur une phase baissière, le BTC est fort et il voudrait monter. Donc en fait, là, c'est un peu délicat parce que moi, je ne trouve pas de correspondance, c'est-à-dire on est sous la résistance, mais on est fort. C'est-à-dire que le BTC reste fort en résistance malgré un timing qui ne lui est pas favorable. Donc, il faut être prudent parce que c'est un peu indélicat, on va dire. Mais apparemment, il y a une envie haussière, malgré que le je timing... dénote de trucs assez spéciaux aussi par rapport au contexte là, parce que je vois beaucoup de gens le comparer au rebond qu'on avait pu avoir en avril là, et pourtant les signaux sont absolument pas les mêmes, le contexte est complètement différent. Après, ça peut aussi être des manipulations de marché, non? Oui, c'est possible, mais après, je ne pense pas nécessairement que ce soit le cas. Je pense tout simplement que bon, c'est un ratio technique où, en fait, moi, ce que je note en différence par rapport à la dernière fois, c'est que la dernière fois, on avait un ratio acheteur-vendeur complètement déséquilibré, ce qui fait qu'en fait, il y a eu un mouvement ultra spéculatif qui a pris complètement tous les vendeurs à contre-pied.
Pardon. Et j'ai vu des semblants, des simulacres de ce même schéma se mettre en place. C'était d'ailleurs la raison qui m'avait fait initier des achats sur le support hautement spéculatif. Hein. Moi, justement, là, j'ai essayé de répéter le cadre d'avril. Par contre, la résultante, là, est complètement différente. C'est-à-dire que là, par contre, on a un ratio acheteur-vendeur complètement en faveur des achats avec un marché qui monte. C'est assez rare, parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Donc là, on est contre-tendance avec beaucoup d'acheteurs. Donc c'est à voir. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit d'une, que la tendance se renverse. Bon, moi, j'y crois toujours pas. Mais encore une fois, je ne vais pas non plus faire le visionnaire. J'en sais rien. Pour l'instant, ça me semble plutôt acheteur que vendeur. Mais à suivre. Voilà. En tout cas, le contexte n'est pas comparable à ce qu'on avait au mois d'avril. On est vraiment dans deux choses différentes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se positionner sur ce type de cadre technique-là. Maintenant, moi, j'ai des signaux acheteurs depuis déjà plusieurs jours et je ne l'ai pas caché. J'ai acheté et j'ai tenu des achats alors que ça continuait de baisser. Phil, pour pas te mentir, alors je pense qu'il y en a ici, enfin qui sont vraiment traders, qui vont peut-être trouver ça un peu spécial. Moi, je règle mon RSI en 32. Bon, ça c'est quelque Alors chose qui m'est pourquoi c'est Explique pourquoi. c'est quelque chose qui m'est personnel. Je suis convaincu que les marchés fonctionnent sous un cycle de 8,51. Mais après, je pourrais pas rentrer dans les détails parce que ça vient Alors de. là, si, il faut que tu m'expliques parce que c'est un truc que je connais pas là. Il y avait à l'époque, ça peut paraître étrange, mais il y avait à l'époque Martin Armstrong, donc qui s'est fait accuser de plein de choses, et il avait. Alors, on peut pas prédire les marchés, comme tu as dit, on peut pas prédire la théorie du chaos. C'est pas concevable, mais on peut s'en rapprocher. Et lui, il a détecté des cycles de marché. Parce que moi, je suis beaucoup basé sur les cycles, et au final, tout se répète. Je vais revenir sur ce mot, mais cyclique. Tout est absolument cyclique, et c'est pour ça que je règle sur 8,51. Et moi, je le mets en mode bien large, et exactement comme en avril, C'est quoi le j'ai eu. rapport entre 32 et 8,51? Parce que sur le RSI, malheureusement, je peux pas mettre 0,51. Du coup, je fais 8. J'ai Mais fait tu m'as dit 4 fois 8. 32 tout à l'heure. Et Oui, pourquoi 4? bah du coup, j'ai arrondi à 8. Alors 4, c'était pour comment ça s'appelle? Parce que je voulais avoir un RSI large, mais pas trop. Et j'ai trouvé mon réglage. Je sais pas pourquoi, c'est l'intuition qui parle, mais j'ai trouvé mon réglage. Et essaye de le placer en 32 et regarde ton RSI. Je crois que c'est en time frame H4 où il faudrait que je regarde, mais il me semble que c'est du H4 pour qu'il y ait entre guillemets un petit peu plus de bruit. Et on est toujours sur cette même bullish divergence. Et à chaque fois, j'y prête pas attention, mais à chaque fois on me dit bullish divergence et j'aurais dû acheter, mais je ne l'ai pas fait. En général, le concepteur, quand il propose l'indicateur, il le propose avec sa plage d'optimisation. Donc, si monsieur RSI l'a proposé en base à 14, c'est qu'il y avait une raison. C'est parce qu'il y avait une optimisation, comment dire, optimale. Si on sort du réglage, c'est un peu du freestyle. Par contre, si tu arrives à avoir une lecture et que tu fais des gains, c'est parfait. Mais en général, quand le concepteur propose avec un chiffre, c'est que le chiffre a été vu à l'optimisation. Alors moi j'apporterai même un dernier petit truc parce que les indicateurs c'est quand même mon dada, là pour le coup on est dans mon domaine. Faut pas outrepasser l'indicateur. L'erreur classique des débutants, ou on va dire des gens qui manquent un peu d'expérience et donc qui manquent de confiance, c'est de penser que l'indicateur technique c'est ce qui va remplacer le manque de confiance. La plus grosse des erreurs. L'indication technique, moi j'insiste bien là-dessus, c'est une étape dans un trade. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ à la construction d'un scénario, il y a son développement et il y a le signal de trading qui arrive en bout de chaîne. Donc déjà, le signal de trading, il faut comprendre que d'une, c'est en bout de chaîne et de deux, ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire que toute une stratégie ne tourne pas autour d'un signal de trading, une stratégie ne tourne clairement pas autour de Dieu sait quel cadre technique vous pouvez utiliser, que ce soit l'héliotisme, le machin, ça ne suffit pas. Il faut bien que ce soit dans le cadre d'une stratégie et ça ne se définit pas simplement par un cadre technique, ni même par un signal. Il faut bien combiner tous ces éléments-là, c'est la clé. Et c'est ça, il faut c'est super dur à comprendre au début, que la stratégie trading, c'est un ensemble, c'est pas un point fatidique sur lequel il faut absolument avoir tort ou raison. Donc ton RSI, j'ai envie de te dire en fait, que tu le mettes en 32, que tu le mettes en 54, que tu le mettes en 150, on s'en fout. Tant que tu trouves des patterns dessus qui te permettent de trader et de trouver ce qu'on appelle le signal de trading, c'est très bien. Peu importe. Que tu suives les sentiers battus, comme tout le monde a utilisé du 14 sur un RSI, pas de problème. J'ai envie de dire que c'est vrai qu'en général, l'indication, elle donne
plus de sens dans le sens où plusieurs personnes la voient, peuvent la voir. Le RSI, on sait que c'est le plus communément utilisé. Maintenant, attention, c'est pas une fin en soi. Moi, tu vois, j'utilise pas du tout du RSI. Ça me permet d'avoir des signaux de qualité quand même. Donc, faut vraiment pas te borner à te dire le RSI 14, le machin bidule, le truc chouette. Faut associer le RSI et le C'est pour ça stochastique. que... Tout le monde fait comme ça, c'est stupide. Tu fais Non, comme tu veux. ça, j'ai jamais fait, et c'est pour ça que je le relis. En fait, si tu préfères, ça peut paraître bête, mais la théorie du chaos, j'y crois, mais pas forcément. Et c'est pour ça que je vais revenir toujours au cycle. Absolument tout se répète, un peu à la façon d'une fractale. Et c'est aussi pour ça, enfin, j'ai une croyance personnelle sur Fibonacci, enfin, sur le nombre d'or. Tout se répète comme c'est une fractale permanente. Certes, ça ne se répète pas forcément sur le Bitcoin, mais ça s'est sans doute très répété Bien il y a sûr que quelques si, années. le Bitcoin, Enfin, y compris. enfin Bien oui, sûr mais qu'il se répète aussi sur le Bitcoin. là, je voulais parler par exemple d'autres actifs qui avaient fait potentiellement exactement les mêmes mouvements, enfin pas exactement les mêmes, mais qui s'en rapprochent beaucoup sous les mêmes cycles, ce genre de choses. Et avec ça, je le combine à Ishimoku, mes pivots, bien sûr. Et sur mon RSI, j'ai détecté, et au fur et à mesure du temps, il y a deux points de résistance clés. Là, je suis pas devant le PC tout de suite, mais je vais vous poster un de mes graphiques. Bon, je sais, vous allez sans doute rigoler, c'est une bataille de Star Wars, il y a des blasters de partout, mais il y a deux niveaux clés qui, à chaque fois, viennent taper dessus. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une Bitcoin. J'ai jamais tradé autre chose que les cryptoactifs. Bien sûr, je m'intéresse à tout ce qui est Dow Jones, je trace des graphes pour essayer de comprendre, pour voir la situation là où on en est, pour mêler le fondamental ainsi que le technique et voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vrai ou faux. Mais Bitcoin, c'est comme une intuition que le marché des cryptoactifs se ressent. C'est pas, j'ai pas une vision aussi froide que toi, ou peut-être même moins aussi que toi, Jean-Luc, mais une forme d'intuition que tout est corrélé et il y a quelque chose derrière. Je veux pas dire, c'est pas un complot, c'est pas ça que je souhaite dire, mais j'ai Ah non, mais l'impression c'est qu'il les y a cycles, c'est ce que quelque tu chose. disais. Mais la cyclicité, c'est très très important. La plupart des gens, justement, pensent que le momentum est une fin en soi et qu'il suffit de trader avec son Moi, je RSI et son dirais que ça se résume, après c'est que mon avis, hein, mais je pense que ça se résume simplement au sentiment des investisseurs qui, en fait, sur des périodes Exactement. de très longues années, Alors, il y a les deux. Il n'y a pas ne que le pas sentiment, mais réagir de la même manière que nous. Ce matin, j'étudie un petit peu parce que... Heureusement, je Oula, t'entends. c'est moi, c'est moi. tu te fais rect Désolé. ou tu prends des gains? Non, 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 pas du tout. C'est le S&P 500 qui me met les alertes. Et j'étudie un peu Parfait. les différentes... Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah Ouais, oui. oui. J'étudie un peu les différents modèles économiques, que ce soit de Keynes, enfin l'économie keynésienne, l'économie vue par Hayek et l'économie marxiste. Et comment dire? Je sais- Reprends, je vais essayer de formuler autrement parce que je vais sans doute pas me faire comprendre. C'est Excuse-moi. l'économie Bogdanov aussi, elle fera. Ah, ils sont pas mal ceux-là. Mais enfin, pour revenir, voilà, j'ai trouvé comment le formuler. Surtout par rapport à l'économie keynésienne, qui disait euh, notamment que, et Hayek aussi, il me semble qu'il disait, l'économie, c'est pas juste, les marchés ne sont pas efficients. Ce que laisse d'ailleurs penser Keynes, me semble. Mais le marché n'est absolument pas efficient. Pourquoi? Car il est déterminé uniquement par la psychologie humaine. On a eu par exemple la première crise en 921, dont tout le monde s'est à peu près bien remis, ce genre de choses. Ensuite, on a eu la crise de 29. Avant, on avait des années magnifiques, tout se passait bien, toutes les actions montaient, c'était florissant, c'était génial. Et d'un coup, on a la crise de 29. Après, ils n'arrivent pas à se remettre, enfin, c'est un peu le bazar, ce genre de choses. L'après-crise, hein, forcément. Et tout le monde était rentré dans une certaine morosité, tout le monde. Et c'est ce sentiment de marché qui fait tout baisser. Et le Bitcoin, c'est exactement pareil. Je sais même pas si on peut appeler ça, au final, si on peut même relier ça à la théorie du chaos, mais juste c'est un ensemble de sentiments de tous les acteurs du marché, qu'ils soient Alors, étatiques, oui et que non. ce soit Il n'y a les pas que de la investisseurs. psychologie. Fais attention, il y a quand même une notion technique aussi dans le marché qui fait que le marché avance et recule. D'accord, et puis de toute C'est parce façon, que tout c'est est un marché corrélé. de Les flux. investisseurs se Et basent sur le sentiment Mais étatique, enfin, les l'analyse, positions.
L'analyse technique, pour reprendre tout ça, c'est qu'une... Alors, je vais résumer très simplement, il ne faut pas me prendre au mot non plus, Phil, hein. Mais l'analyse technique n'est ni plus ni moins qu'une analyse psychologique du prix, vue Non, par... non, non, c'est non. une analyse subjective, Ça, psychologique et ça reste subjective. hautement subjectif. Et effectivement, la psychologie est quand même un des éléments principaux parce que ça crée surtout ce qu'on appelle l'effet de masse, en fait. C'est dans ce sens-là où, tu vois, quand je faisais l'émission sur la psychologie, je différenciais bien les deux trucs. Il y a la psychologie du trader, c'est-à-dire une psychologie indépendante et individuelle, Ouais. et la psychologie Et d'ailleurs, collective, qui est justement pour, la psychologie de pour marché. compléter ce que tu disais, j'avais regardé un reportage. Alors j'essaie de le retrouver depuis tout à l'heure là, mais je n'y arrive pas. C'est un reportage sur en fait un mec qui avait créé donc il y a 2008 un indicateur en fait, qui analysait un algorithme plutôt pardon, qui analysait en fait toutes les crises passées de toutes les monnaies Martin traditionnelles Armstrong, fiat. Ça doit être ça. les mystères du nombre pi. C'est Et ça. si tu peux, Voilà. retrouve-le sur YouTube et poste-le. C'est celui-là qui Et m'a bah, inspiré. il est incroyable. Il est C'est incroyable ce reportage. c'est un Vraiment, peu limite complotiste, forcément, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui s'est fait piéger par les banques, ce genre de conneries, mais ça nous fait comprendre beaucoup de choses et ça nous fait vraiment relativiser, je pense. Excuse-moi, Phil, du coup. Non, non, c'est pas grave, désolé. le lien exact, les limites, non, le nombre pi, c'est quoi? Enfin voilà, je vous invite à le regarder. Tu peux le poster dans chat live? Tu peux me redonner le titre exact, s'il te plaît? Les mystères du nombre pi. C'est un peu, je dirais, sous forme de documentaire, T'as le un petit voyage de peu. Pi aussi qui est pas mal, hein. Le voyage de pi? Ah bah si c'est un rapport avec le trade, ce genre de choses, les chiffres, ça peut être super intéressant parce que il y a tout ce qui. Enfin, après, c'est voilà, toujours pour revenir à ça, c'est peut-être un petit peu bête d'en parler, mais je trouve ça quand même assez intéressant et d'un certain point de vue philosophique, tout ce qui nous entoure se rapporte au nombre. Je ne vais pas partir dans des délires complotistes en parlant des pyramides, des ci, des ça, mais tout ce qui est autour de nous se rapporte au nombre. J'ai l'impression sous forme de cycle, justement. Et c'est ça qui est super intéressant. Bah, déjà, dis-toi, De YouTube, mais Oui. trouver un lien C'est bon, valable. j'ai trouvé. En fait, c'est les mystères du code pi et pas du nombre. Ah, exact, ouais. C'est bon, le moi lien est aussi, il faut partagé dans te ma dire un ligne. truc, c'est que pourquoi déjà on parle de pi. Après ça, il faut le comprendre justement dans la notion, et je Vraiment, trouve ça génial parce que tu vois, par exemple, Sinewave, moi, l'indicateur que j'utilise, qui me sert à visualiser les cycles, utilise justement majoritairement aussi dans les calculs cette fonction, donc les fonctions sinusoïdales et les fonctions aussi de comprendre un peu cosinusoïdales qui sont comment liées au fonctionne le 314. marché Hein. traditionnel pour essayer de comprendre les crypto-monnaies, les différences, parce qu'il y en a quand même, je pense. Après, de se faire un avis un peu impartial. Et c'est pour ça que ce type de reportage, c'est bien, parce que ça résume pas mal de choses. L'Odyssée de Pi. Sentiment. On dirait une couverture de film gay, Jean-Luc. Non, je plaisante, je suis pas du tout homophobe, je tiens à le préciser quand même. Et pourquoi tu parles Mais de tu as, Jean-Luc surtout? Parce que mais c'est tu as Jean-Luc l'air qui de l'a t'y connaître en posté. couverture de film gay. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, plus sérieusement, pi, les fractales, le Non, même nombre le nombre d'or, d'heures. Le nombre d'heures, c'est bah, une catastrophe. Enfin, le tout tourne nombre autour de ça, c'est hallucinant. Fibonacci pour moi était un génie incompris, et même l'homme, je pense, n'a pas fini de voir ce nombre partout. Après, est-ce que c'est trouver, enfin essayer de trouver des corrélations partout, à tort et à travers, ou est-ce que c'est une vérité absolue? Après, il y a certaines choses, enfin même dans la physique, alors je vais pas le certifier à 100%, mais même le nombre d'or a été retrouvé en physique quantique sur le spin des comment ça s'appelle le spin des merde, des ah le spin des électrons qui gravitent autour des atomes. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était du cobalt. Alors ça, je vais vraiment pas l'affirmer, hein, mais il me semble que c'est le cas. Et c'était Radio Trading pour vous servir.
Ouais, c'est vrai qu'on a totalement une Si, grosse digression. si je peux rajouter, il y a une chose intéressante pour les traders, c'est que on lit le prix en fait dans l'abscisse, c'est-à-dire dans le dans l'ordonnée, pardon, à l'horizontalité. Et en fait, en trading, il faut aussi regarder une chose, c'est les abscisses, c'est-à-dire la verticalité. Et on peut observer, par exemple, avec un indicateur tout simple qui s'appelle cycle, trouver en fait des régularités quand elles apparaissent. Donc, il ne faut pas les inventer. Et souvent, il est pertinent, par exemple, quand on regarde deux cycles précédents qui sont assez bien structurés, d'essayer, par exemple, d'aller utiliser le troisième. Donc, pour un trader aussi, se servir de l'axe des abscisses et de l'ordonnée. Donc, c'est complémentaire. Parce que souvent, on est trop à l'horizontale. Regarder la verticalité, ça peut servir aussi quand on regarde un graphe. Donc, le graphe, il faut le regarder dans toutes les dimensions, dans l'abscisse et l'ordonnée. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe au grand débat de ce soir. C'est parti. C'est parti pour vous. Du coup là, on va totalement, entre guillemets, changer de sujet. Du coup, on va laisser Thibaut prendre la parole pour le grand débat de ce soir qui est en gros la blockchain. Est-ce qu'on est en état, entre guillemets, de prise de conscience collective? Et je vais laisser Thibaut répondre un petit peu à cette question. Pour la deuxième fois. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu, du coup, si la blockchain, c'est plutôt une technologie qui est en... S'il y a une réelle révolution qui se cache derrière, petits chiffres, et puis je vais essayer de vous citer des exemples au fur et à mesure. Alors déjà, donc, on entend souvent parler des ICO, donc c'est levée de fonds en crypto-monnaie, ce crowdfunding en crypto-monnaie que permet la blockchain. Ou du moins certaines blockchains, parce qu'il y a beaucoup de blockchains, voilà, mais bon, je ne vais pas tout détailler. Il y a quand même 75% des ICO de l'année dernière qui ont échoué ou qui sont restés sans suite. Après, donc voilà, ça montre quand même qu'il y a une effervescence, milliards de dollars levés en ICO, donc c'est quand même très conséquent. Ça montre vraiment que les gens sont intéressés pour investir d'une nouvelle manière quand même. Voilà. Après, il y a un autre chiffre. Donc, 74% des initiatives blockchain sont encore à l'étape de projet pilote ou d'idée. Important de le souligner. Une question, tu les sors d'où tes chiffres comme ça? Parce que, par exemple, le nombre d'ICO qui fail, on voit des chiffres genre de 45% à 95%. Je vais vous mettre le lien. C'est une étude de Stanford. Je vous mets le titre ça sur Google et puis vous trouverez direct. Je vous le mets. C'est un document qui est vraiment topissime. Je l'ai lu aujourd'hui. Et donc, vous avez à peu près, il y en a beaucoup d'autres pour appliquer à des secteurs en particulier, en généralité. Donc voilà, les 74 qui sont encore au stade d'idée ou en cours de développement, voilà, ça montre quand même que n'est pas dans une phase de production de la technologie, mais dans une phase d'expérimentation. Je pense qu'on est rentré dans la phase d'expérimentation. En fait, on est à la fois dans la phase d'information et d'expérimentation. Tout le monde parle de la blockchain, vraiment, mais tous les médias, les États, les gouvernements, même les banques, enfin, vraiment tout le monde se met à en parler. Chacun donne des avis qui sont quand même globalement positifs, je pense, en termes de révolution, et je pense aussi à titre personnel que après, voilà, dans la concrétisation, pour parler dans les faits, voilà, ça reste encore expérimental, hein. C'est pas encore Après, mise en production. il y a quand même beaucoup de mise en production sur la blockchain, même à terme de grande échelle. C'est peut-être pas très plébiscité, mais tu as par exemple Carrefour qui a fait une blockchain pour tracer son poulet d'Auvergne. Tu as beaucoup de supply chain dans dans l'industrie aéronautique et automobile qui se servent justement de la blockchain pour faire la traçabilité. Tu as des votes qui sont faits par une blockchain. Tu as en Afrique un pays qui certifie ses prises de terre par un certificat de compétence sur la blockchain aussi. Tu as énormément d'applications de blockchain aujourd'hui qui sont sur le terrain. Même EDF, depuis 2014, utilise la blockchain dans ses contrats. Donc la blockchain, on n'en parle peut-être pas de manière publique parce que les gens ont un peu peur. Je ne parle pas de ce qui fait peur parce que les gens, ça les perd. Mais la blockchain est déjà vraiment ancrée en termes de social, puis même en termes de révolution.
Aujourd'hui, la blockchain, elle donne une utilité à la puissance de calcul. C'est ça, en fait, une révolution. Ça a amené une nouvelle énergie dans l'écosystème. Et la blockchain, Bah, c'est aussi ce qu'elle a apporté. En termes justement de révolution industrielle, t'as eu le feu, tu as eu le pétrole, tu as eu toutes les nouvelles énergies. Aujourd'hui, la blockchain utilise la puissance de calcul, ce qui est le mining en tant qu'énergie. et je pense pas Alors, que ce soit. Je pense qu'il y a deux concepts qu'il faut. Qui utilisent la puissance de calcul, pas pour une certaine efficience ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a rien de plus énergivore et mal conçu aujourd'hui que le processus de minage tel qu'on le connaît. Même le proof of stake, qui n'en est qu'à ses balbutiements, est pour moi mal conçu. J'ai pas de solution à apporter Ah de non, but il est en mal blanc comme ça. conçu. C'est C'est comme le très mal dépose de conçu. EOS. Ouais. Et voilà, mais il faut, je pense que c'est un nouveau processus technologique de sécurisation de données, donc la puissance de calcul, mais outre cela, la blockchain peut révolutionner la quasi-totalité des domaines en fait. Ce que va amener la blockchain, c'est surtout une certaine transparence, hein, je pense, dans plein de domaines différents. Ah, Bah, tu l'as, transparence, c'est aussi alors, sécurité. alors Hein. ça, je me sécurité permets forcément. de, que c'est sécurité, en tout cas, l'étude, c'est vraiment, enfin, elle est super complète, hein, vraiment, je vous engage à la lire. 85 pages. Après, je pense qu'il faut quand même différencier les blockchains publiques et privées. Les blockchains privées, pour parler de Carrefour, en fait, ça reste une base de données un petit peu modifiée, effectivement, plus sécurisée, plus rapide, partagée, où les bases de données sont partagées entre les acteurs. Après, est-ce qu'on peut appeler ça une vraie blockchain? Être de la Imagine. donnée. Et pour moi, une blockchain, c'est des données qui quand même sont partagées, il y a un consensus, etc. Alors là, effectivement, il y a un consensus entre acteurs. Regarde, par Et, exemple, Thibaut, alors c'est une idée un petit peu utopique, mais par exemple, aujourd'hui, en Europe, on a les normes ISO, Euro quelque chose, enfin blablabla. Bla, bla, bla. Ok. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, demain, demain, on crée une blockchain, en gros, qui soit accessible à tous, un peu à la façon du Bitcoin, que ce soit des blockchains entre guillemets étatiques, ou étatiques françaises, ou même institutionnelles, enfin étatiques européennes, carrément, pourquoi pas, c'est genre qu'on tend vers l'évolution et une uniformisation de ce genre de choses. Une blockchain européenne, une nouvelle norme, la norme ISO 30 millions 4, enfin, vous m'avez compris. Ah non, mais de toute façon, ils nous pondent des trucs aberrants. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Mais une nouvelle norme. Alors voilà, bah, le poulet Carrefour qui est sur blockchain, le poulet d'Auvergne, pour être sûr, pour avoir la certification blockchain, vous êtes obligé de la mettre sur notre blockchain qui prouvera que réellement il n'y peut y avoir aucune modification. Parce que certes, Thibaut, tu viens de le souligner, ça c'est un problème, et on peut quand même remettre en doute ce genre de choses. Mais et pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, on ne voit que ce que l'on veut voir, mais comme à l'époque d'Internet, on ne voyait que ce qu'on voulait voir. Et aujourd'hui, Internet s'est développé. Et Internet, c'est toute la planète. Est-ce que demain, la blockchain pourra faire ce genre de choses? Je sais que c'est un petit peu philosophique, utopiste, voire avec toi, même je un pense qu'il petit faut peu essayer. idéaliste. Ouais. On a une technologie qui commence à faire ses preuves et je pense que ce serait pas essayer. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'elle est appliquée à toutes ces sauces, je pense. Euh, enfin, je pense que c'est mon avis. Après, après, dans la réalité, pour ça, j'ai appris un truc, c'est le secteur de la santé blockchain. C'est pas du tout le secteur financier, il est en seconde place. Et voilà, donc ça c'était quand même un chiffre qui m'avait surpris. J'ai toujours pensé que c'était le secteur financier, parce que c'est celui, en fait, c'est le côté spéculatif aussi, de la santé représente le plus d'initiatives en termes de nombre. Et je pense que c'était important à souligner. Après, il y a aussi un chiffre, 61% des initiatives. Donc ça, donc c'est dire qu'il y a quand même bon nombre d'initiatives qui sont à but non lucratif. Mais je pense que la blockchain, outre
Le Bitcoin est non lucratif de manière d'aspect comment dire, initial. Vu que c'est personne derrière, c'est juste un peu, comment dire, ce que tu retraces, c'est drôle parce que c'est un peu ce que dit le white paper en fait de Satoshi. Le white paper de Bitcoin, c'est plus, comment dire, une vision philosophique derrière tout ça aussi. C'est un mouvement de pensée, un schéma de pensée tout à fait, quoi. Où tu remets vraiment Personnellement, l'homme, ouais. la société, la culture. Tu mets en fait l'homme en face de un égale un en fait. Toute personne est égale à une autre, peu importe ce qu'elle a, ce qu'elle possède. Euh, Ça correspond bien à la philosophie de l'open source, du partage. Exactement. Les développeurs, ils sont pas là que pour gagner des sous non plus. Et puis après, quand tu vois la domination du marché du minage sur Bitcoin, tu rigoles doucement, quoi. Là, ouais, j'ai vu, c'est passé à 45% là, pour Bitmain. Ils ont... C'était monté à 60%, je crois, l'an dernier. Ou ouais. plus de 50, en tout cas, ils étaient en majorité absolue. Après, c'est à nuancer parce que c'est avec les poules de minage. Donc, au final, si vous avez des machines, enfin, qui regroupent. Je sais pas en fait si c'est eux qui ont toutes leurs machines et qui représentent 60%, mais je pense que c'est en comptant leur pool de minage. De minage, en fait, effectivement, peut-être que c'est la leur, en tant que telle, qui sont connectés à la pool, et du coup, ils peuvent pas du coup, enfin, falsifier les transactions de la blockchain. Ta connexion est. T'as un problème avec ta connexion crypto. On a du mal, tu coupes. Je sais pas si la personne à côté de toi. Et on t'entend en triple maintenant. Ouais. Euh, Normalement, enfin, je suis tout seul connecté, mais je peux parler. Enfin voilà. Et tu voulais aussi nous parler un petit peu, mis à part cette prise de conscience, du coup, t'avais d'autres thèmes comme. Comment ça s'appelle? La La crypto en manipulation. France? La crypto en France, oui, mais aussi surtout la manipulation des cours par les mineurs. Dis-moi en plus. Du coup, donc, j'ai eu la chance de travailler pendant 4 mois dans une société de minage. Et en fait, on m'avait expliqué un truc qui m'avait pas mal surpris, c'est que les grosses entreprises de mining, par exemple, en fait, en fait, ils ont des départements de recherche et développement. Donc en interne, créer des nouvelles puces sur le Bitcoin qui minent plus vite, mieux, etc. Et en fait, en attendant, les anciennes machines, donc les puces d'avant, donc ils minent après avec les puces très performantes, hein, dès qu'ils ont fini le recherche et développement, qu'ils ont créé une nouvelle puce très performante, hop, ils minent avec, vendent aux particuliers, donc à nous tous, une puce, pas celles qu'ils ont déjà et, et avec lesquelles ils minent actuellement. Donc ce qui fait qu'ils accumulent énormément de Bitcoin parce qu'ils minent mieux que les autres avec leurs nouvelles puces, anciennes puces qui ont déjà miné aux particuliers. Donc en fait, pour moi, c'est de la manipulation des particuliers qui investissent. Parce que c'est pour ça qu'après, vous voyez là la nouvelle à 2000 $. En fait, elle a déjà miné normalement. On comprend rien à ce que tu dis. Enfin, c'est. J'ai vraiment pas Je sais compris. pas si. Ah non, non, moi aussi, c'est l'enfer, hein. Fais-toi un petit déco-reco à la rigueur, et Ouais, puis peut-être. tout se Bah, passera bien. je vais. C'est vrai que il y avait Bitmain. J'en parlais avec des amis. Je crois que c'était le nouveau Antminer. Je crois que c'était le Z9 qui est sorti maintenant. Il y a S9. S9, pardon. Ça. Qui est sorti il y a quelques semaines déjà. Donc ils ont été mis en vente par nos amis de chez Bitmain. Voilà, je mets des gros guillemets parce que bon, pire qu'il n'y a pas. Mais ils ont été mis en vente. Si, t'as Sauf. Roger Ver qui est encore pire. Ouais, non, c'est un comique, lui je l'aime bien, il est plutôt marrant. Mais il faut savoir aussi que avant de les avoir mis en vente, ils les ont fait miner. Ça. Pas forcément ces modèles-là, mais ils ont miné pendant un certain temps le Monero pour avoir en accumulé un maximum avant en plus qu'ils changent les algorithmes, parce qu'il faut savoir que Monero est en train de se poser la question, se posait, ou je sais même pas s'ils l'ont déjà fait, est-ce qu'ils allaient changer d'algorithme ou non pour contrer justement ces nouveaux ASIC qui étaient créés spécialement pour.
Et bien sûr, bah, C'est ce Bitmain que qui je en disais, ouais. profite avant. C'était ça? Ce que j'étais en train d'expliquer, ouais. Ouais. Ah, c'était Bitmain, bah, Et, on comprenait rien du tout. Enfin, t'as fait une déco reco? à l'instant. Et donc en fait, il y a autre chose aussi, c'est que du coup, bah, puisqu'ils minent pendant que, bah, du coup, c'est ce que tu venais de dire, comme ils minent avec leurs nouvelles puces pendant qu'ils revendent les anciennes aux particuliers, ils accumulent énormément de Bitcoin et puis après ils peuvent faire du coup, ben, comme ils sont en oligopole sur le marché du minage du Bitcoin, tout simplement manipuler les Monopole cours plutôt, non? avec les. Il y a quand même plusieurs acteurs. Il y a Genesis Mining, il y avait aussi. Ils produisent des puces? Euh, euh, je sais pas s'ils produisent des puces, mais en tout cas, Mais en fait, c'est quoi le délire? C'est qu'ils minent avec des en machines fait, plus puissantes sur le marché avant que les autres les aient. Quand en plus, et après, ils te vendent les machines pour qu'après, comment dire, la puissance soit plus ils- dure à miler. Et du coup, ils ont déjà une nouvelle machine qui mine plus fort. C'est ça en fait le délire? C'est exactement ça. exactement. Donc, soi-disant, ils testent ta machine pour vérifier qu'elle marche bien, Oui, etc. Mais sauf qu'ils ils le disent pas testent sur combien le de temps. mainnet, quoi. Hein, ils se font plaisir. Enfin, Bien sûr, c'est ça. En fait, c'est même pas des périodes de test, c'est juste pour encaisser le plus de coins en question minés possible. C'est simplement ça. Officiellement, c'est du test, mais officieusement, c'est pour s'en mettre plein les poches. En vrai, c'est ça. Donc Clairement. ça, ouais, c'est. Le marché du Bitcoin est malheureusement, enfin du Bitcoin et des crypto-monnaies en règle générale, pardon, qui est malheureusement tellement manipulé, ces acteurs qui sont très peu Une scrupuleux. machine Bitmain. Ah, j'en ai entendu beaucoup de mal et je crois que c'est en partie grâce, je sais pas si on peut dire grâce ou à cause, parce que je pense que ça en arrange certains et d'autres non, mais je crois que c'est un peu à cause d'eux qu'on a aussi Bitcoin Cash maintenant. à cause de qui? À cause de Bitmain? Bitmain, il me semble. Alors je vais pas le certifier non plus, mais Effectivement, oui, je crois que tu as raison, parce qu'en fait, ils avaient refusé d'augmenter la taille des blocs. Oui, enfin, ils il- avaient un gros pouvoir de négociation sur la décision, enfin, de l'augmentation de la taille des blocs. Oui, c'était l'été dernier, ça, il me semble. exactement, et je crois que Bitmain, ils n'avaient pas suivi tout ce qui était Segwit, parce qu'il faut savoir, pour ceux qui n'étaient pas là avant, en fait l'an dernier, euh, il y avait je crois que c'était le BIP 91 ou le BIP 128. Voilà, je me souviens plus le nom exact des BIP. Un BIP, c'est un consensus, c'est une proposition d'amélioration du réseau sous forme de hard fork ou de soft fork. Un soft fork qui est l'implémentation de nouvelles règles dans le code, notamment dans le cas présent du Bitcoin, sans bouger les précédentes, sans rien modifier aux précédentes. Et un hard fork, c'est la potentielle implémentation de nouvelles règles avec aussi la modification d'anciennes règles. Et là, dans le cas présent, c'était la modification de la taille des blocs. Et notamment bah, avec Segwit, ce genre de choses. Donc ils avaient trouvé un consensus pour intégrer Segwit, ce genre de choses. Et je crois que c'était en novembre dans le dernier aussi, intégrer le 2X, parce que c'était un projet complet, Segwit 2X. Et euh, donc il devait y avoir le hard fork. Et le consensus avait été trouvé tout début enfin, fin juillet, vraiment début août, mais c'est 30-31 juillet, 1er août. Hein. Et donc le consensus avait été trouvé. Et là, d'un coup, sort de nulle part, il commence à nous parler de Bitcoin Cash, de fork, et enfin, c'est quasiment tout tombé en même temps, en fait. Parce qu'il y a eu justement Bitmain qui a joué aussi, il n'y a pas que. Forcément, il n'y a pas que, mais ils ont eu, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, un gros pouvoir décisionnaire qui a fait que, à partir du moment où on a de la puissance de calcul, forcément, on peut forker. Et il y a une troisième possibilité, un fork avec un chain split. D'accord? Chain Split qui a donné lieu au Bitcoin que nous connaissons aujourd'hui avec Segwit intégré et Bitcoin Cash. Donc voilà pour la petite genèse et Bitmain qui,
Enfin, genèse non, mais voilà pour Bitmain qui s'amusait à faire les choses à sa sauce. Et Roger Ver qui forcément est intervenu comme on le connaît aujourd'hui. C'est ça, il y avait aussi un autre petit fork hybride qui est passé à travers, c'était le Bitcore aussi, je me souviens. Hmm. C'est pour De les toute façon, les forks toute façon, Bitcoin, il y en on a peut les tellement compter, eu. quoi. Bitcoin Pizza, Bitcoin Diamond, Bitcoin Rabbit, laisse tomber, quoi. Chocolate Bitcoin, moi c'est mon préféré. Ah. Ah, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, c'était assez spécial. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, parmi vous, poser des questions, intervenir? Parce que je vous vois, il y en a qui se démutent un peu, qui aimeraient parler? On est chaud là, on vous attend, on vous attend. Posez des questions sur les cryptos, la blockchain, tout ce que vous voulez, en France, comment ça se passe, on est là, on est présent. Hop, je vais reprendre le chat live. Si jamais vous n'avez pas de micro. Et puis Masternoder qui nous dit Diet Bitcoin. Je l'avais jamais entendu celui-là. Si Mais on c'est pas. de- Non, mais Diet Bitcoin, c'est une ICO par contre, je crois. C'est pas un fork. Ah bon? apparemment. Un Diet Bitcoin, oula, c'est encore pire. Ouais, c'est un scam Diet Bitcoin. Oh là là. Ah, c'est un peu comme Eh, Fit Vitalik. Quelqu'un a connu l'ICO Fit Vitalik? ah, le frère d'Escobar. Ah bah dis donc. Ah, ils se font pas chier ceux-là. Donc Diet Bitcoin, c'est une ICO faite par le frère d'Escobar, sur ce que me dit Master Noders. Donc ça sent bon quoi. Déjà, Excellent. quand tu vois le site, c'est beau, quoi. T'as des belles flèches Ouais. rouges de partout, t'as des beaux formulaires, c'est bien. Bah, en tout cas, merci pour cette ICO, on investira très fortement dedans, hein. C'est gentil. Non, les yeux fermés. Faites gaffe, hein, la pré-ICO se finit dans 18 jours, donc dépêchez-vous les cocos, dépêchez-vous. On dirait BitConnect un peu. BitConnect. Ah mais BitConnect, on s'en souviendra toujours. Enfin moi personnellement, j'ai regardé le show en live à l'époque. J'ai jamais investi dedans, mais j'ai regardé le show. Mais il était génial. Avec comment il s'appelait le mec là, un petit peu grassouillet qui faisait la présentation. Je sais Carlos ou un truc comme ça. Il Bah attends, était moi je me souviens pire que incroyable. ça. Moi j'avais vu l'intro au BitConnect, enfin l'intro, donc là, je pense la même truc dont tu me parles. Je l'avais vu sur Last Week Tonight pour ceux qui regardent. C'est un talk show US assez satirique. Et j'avais vu ça, mais je m'étais dit, mais non, mais c'est pas possible que les gens aient rien vu venir avec un truc pareil. Et c'était vraiment, moi je m'en souviens, ça m'avait choqué. Tu voyais les mecs au milieu de la salle qui étaient mais complètement camés. Enfin, je veux dire, le type, il en avait clairement trop tapé de la C là. Et puis il était au beau milieu du truc et il était là, BitConnect! BitConnect! Et tu sais, là, tu Ah, faisais, non mais qu'est-ce Carlos qui se passe? Matos, putain, il est énorme. Ah, bah, Il regardez est la vrai. vidéo, elle est prête, hein. Ce Un Il est truc-là, monté à truc, c'était... 437 $ quand même. Hein. 437 $ en elle était montée super haut, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, mais enfin bon, après, c'est là, Tiens, Phil, ça te montre la Phil, bêtise. on a mis Ouais. la vidéo sur le chat, si tu veux regarder, elle est d'enfer. Oui, c'est exactement lui, c'est ça. Non mais c'est magique ce truc. Non mais oh mon Dieu. Ah, Je mais veux il est dire, sous coke, hein. ça touche des sommets de drogue. Et c'est encore je sais pas coté. ce qui se Hein. passe dans sa tête à ce moment-là, mais C'est encore, il est à combien? C'est 46 centimes. Il était monté. Et il y a encore de la valeur en plus. Non, mais c'est que ouais, c'est il y a encore de la impressionnant. valeur. C'est ça qui est assez marrant, quoi. Enfin bon. Bah, franchement, si je pouvais en acheter pour le mettre Ça a sur fait mon du wallet mal. en collection. Ah, c'est un shitcoin à collectionner, quoi. Tu dis Oui, bon, c'est c'est ça, c'est un Pokémon, shitcoin quoi. de collection. J'ai gardé du BitConnect. C'est bientôt, ce sera aussi cher que, tu sais, quand ça passera en mode Sega, ça se trouve, dans C'est un ça, bon moment, c'est- ça redeviendra. Alors, Enfin, C'est bon. du rétro crypto, quoi. juste avant de donner la parole à Thibaut, Oh, en n'oublie- attendant, d'ailleurs, Iota passe les 10% de hausse aujourd'hui, hein, c'est pas dégueu. Ouais, mais ça fait chier, ça. Non, Iota, faut J'ai qu'il un tape petit plus clin bas. d'œil. Hein? n'oublions pas quelque Iota, chose. faut qu'on le prenne encore plus bas. Iota, faut qu'on le prenne plus bas, si tu veux. Iota, faut qu'il descende dans les abysses. Iota quoi? Pardon, j'ai pas tout compris. Non, Iota, il fait une belle poussée aujourd'hui, mais ça aurait été bien qu'il descende un peu plus bas avant de remonter. Bon, c'est Bah, un pourquoi pullback, faire? certainement. Bah, pour le prendre encore plus bas. Ah bah, il y aura d'autres pullbacks, je pense. Mais là, y a pas, je vois pas de raison de revenir, là, hein. Je te le dis Ouais, direct. il a fait plus 15% aujourd'hui, hein. Plus 15%. Ah non, moi C'est j'ai plus énorme. 10. Ouais, ça dépend de l'exchange sur lequel tu es après. Moi, je suis sur T'es sur Blockfolio, c'est ça? ouais, Blockfolio en plus. Mais oui, mais Blockfolio, non, c'est Il est à TradingView. 11%. Une Ah, belle attends, perf c'est de cool, ça. ZRX aussi. Très belle perf de ZRX.
Après, on arrive sous les premières résistances aussi. Il va falloir se calmer sur IOTA. Enfin, c'est pas le moment de rentrer, quoi. Disons, moi, là, je vais remonter un peu les stops et encaisser un peu, on va dire. Mais Tu le prends en CFD, Yota, du coup? non. Tout ça, j'ai acheté en cash, hein, je t'ai dit. D'accord, donc sur des plateformes. Le signal, il est arrivé pendant le week-end. Donc, le week-end, j'ai pas de CFD. Et puis, IOTA, il m'est pas proposé un CFD, celui-là. Donc, de toute D'accord. façon, j'ai pas le choix, c'est que du cash. Bon, bah, Tu l'as c'est pris pas, sur tu quoi, as sur ton point Binance? BTC. De quoi? Tu l'as pris sur Binance, du coup, Yota? Ouais. Ok. Bah, j'ai regardé en fait Bitfinex là, mais il me cassait les couilles parce que j'avais Ah, c'est déjà nul. alimenté mon compte sur Bidule. Et du coup, comme il demande 10 000 $ de minimum, j'ai dit OK, mais bon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je sorte ce que j'ai déjà mis chez Bitstamp pour le. Enfin voilà, parce que j'ai pas envie de Non, mettre mais si tu veux, 50 000 $ en crypto. Je te vends mon compte si tu veux. Je te vends mon compte 100 000 $. Tu me vends ton compte, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un effet de mode ou quoi? Enfin, moi j'ai juste compris qu'il fallait 10 000 $ pour ouvrir le compte, mais Alors, Si tu n'as pas 10 000 $, tu me donnes Connecte. 5 000 et comme ça, tu peux ouvrir avec 5 000. j'ai pas compris de quoi. Je te vends mon compte 5 000, comme ça, tu n'as pas besoin de mettre 10 000. Ben, je m'en fous de mettre 10 000, c'est pas un problème. C'est juste que soit je les mets tous, soit je mets tout ce que j'ai voulu investir dans les cryptos et je trade tout à partir de Bitfinex. Non, Alors que pour le Bitfinex, moment, c'est j'avais Tether, déjà hein, ça ne va floué pas. le non, compte sur attends, on Bitstamp. va peut-être pas trop s'empresser de dire tout Oui, ça. mais Pour l'instant, effectivement, on s'en fout. USDT n'est pas une menace en tant que telle. Oula. Non, je suis désolé, il faut oser le Non, dire. Phil, C'est une grosse justement, merde. Phil, Pas tout qui va. Bitfinex, c'est Tether, hein. USDT, Hein? c'est Bitfinex, hein, justement. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Bitfinex, c'est tout en Tether? Non, Bitfinex, c'est ceux qui font Tether, en fait. Non. Ah, Bitfinex est une entreprise jumelée à Tether Unlimited, mais l'un ne va pas forcément de pair avec l'autre, même tu me s'ils rassures sont. parce que sinon, j'y mets pas un pied, quoi. Ah, Ouais, si, voilà. si, si, mec, Bitfinex et Tether, c'est lié, quoi. C'est Bah, tombé. dans ces cas, dans ces cas-là, Binance, il fait quoi si le Tether s'effondre? Binance, qui est quand même de plus en plus puissant, qui ouvre de plus en plus d'entreprises liées aux crypto-monnaies et notamment des points d'entrée pour les institutionnels, prendrait-il le risque de travailler avec Tether Unlimited qui est potentiellement à risque alors qu'on a des rapports qui Attends, certes, c'est pas que potentiellement un risque. Je suis désolé, tant que c'est faut pas oser le avéré, dire, c'est faut oser mouiller le maillot. C'est potentiellement, une grosse saloperie qui finira par péter un jour, et ça sera pas Moi, je beau suis quand ça d'accord. va arriver. mais exactement comme le dollar. Pourquoi ça viendrait à péter? Le Non, Tether, non, 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 c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir avec le dollar. Je suis désolé. c'est la Non, même tu peux pas chose. comparer un truc qui a une valeur marchande énormissime et qui est lié à une économie qui est là parmi les plus grosses du monde, et un truc qui n'a servi qu'à la spéculation et à créer de la fausse valeur sur les cryptos, et qu'on a essayé de masquer avec de gros bandages pour dire ça va, tout va bien et on garde la confiance. Un jour, ce genre de truc, ça tiendra pas indéfiniment. Je peux te le dire. C'est pas ce Non, qu'on mais est en mec, train de faire avec le dollar, l'USDT, c'est une. la Fed Mais et toutes les non! banques centrales et le processus de Mais non, QE. mec. Mais non, L'USDT, ils s'en servent pour acheter des bitcoins. Enfin, l'USDT, c'est une calamité. L'entreprise, elle fait des USDT pour acheter du bitcoin dans leur compte gratuitement. C'est une catastrophe ce qu'ils font, mec. L'USDT, c'est la mafia, quoi. C'est un truc non, de moi ouf. j'appelle ça de la fausse monnaie, mais de la vraie fausse monnaie, pas celle Ouais, comme les banques c'est ça, c'est de centrales la et vraie compagnie. fausse monnaie, ouais. Les banques centrales font de la fausse monnaie si tu veux, mais dans un sens où de toute façon, cette fausse monnaie, elle est implantée dans le système économique et pas dans une petite économie. Donc le dollar, demain, tu ne le tueras pas comme ça, c'est pas possible. Par contre, ton Tether, du jour au lendemain, s'il y a crise de confiance, il vaut plus rien. Il vaudra ce que les gens seront prêts à payer pour ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, toi, Thibaut, de tout ce qui est Bitfinex, USDT, ce genre de choses? Alors moi, justement, je pense comme Phil que c'est une grosse manipulation. D'ailleurs, j'allais vous envoyer là, un PDF de 66 pages qui a été fait le 13 juin 2018 et en fait qui explique tout ça, qui explique vraiment tout très très bien. Alors c'est en anglais, il explique vraiment tout très bien. J'ai pas eu le temps de le lire en entier, j'ai lu le début. Est-ce que tu peux synthétiser un petit peu le peu que tu as lu déjà pour nous parler un peu Alors en du gros, Tether? la parité n'était pas respectée entre les Tethers qui étaient créés et la monnaie dollar que devait avoir Bitfinex, que devait fournir Bitfinex, garder Bitfinex en disponibilité. En fait, il n'y a aucune qui l'ait gardé. Ils ont simplement été audités par une entreprise de comptabilité, mais qui n'est pas certifiée organisme certificateur. Enfin, c'est une entreprise de comptabilité qui a fait ça. C'est pas
du style KPMG qui a pu faire ça. Donc il y a aucune, enfin, ils ont très bien pu payer la boîte pour, Ah, mais de toute façon, le ce genre de scandale soit manipulation, caché, quoi. c'est tellement évident. Bien Enfin, sûr. c'est quand tu cherches à noyer le poisson, c'est le premier truc que tu fais, faire des audits, faire des machins. Je veux dire, regarde, en 2008, quand les banques ont commencé à faire faillite les unes après les autres, après on a inventé le stress test, le machin, comme tu veux. Aujourd'hui, on sait comment les tricher au stress test. Je veux dire, aujourd'hui, à chaque fois, toutes les banques passent des stress tests. Par contre, le stress test ne voit pas la réalité du risque, c'est-à-dire tout ce qui est hors bilan. Ça, elle ne voit pas au niveau du stress test. Donc, on se dit, OK, c'est bon, il n'y a pas de souci. S'il devait y avoir un risque systémique, normalement, nos banques sont assez solides pour tenir. Sauf que tout est tellement hors bilan dans la saloperie que, en fait, si on regardait ce qui est traité hors bilan par les non-bank sectors, ça, un jour, on pourra parler de tout ça en détail, parce que là, ça mérite bien plus que 5 minutes. Le jour où ils vont se rendre compte qu'ils ont fait un peu n'importe quoi dans les stress tests, on se rendra compte qu'au final, c'est vraiment un vrai gros risque systémique Tiens, qu'on a sous les d'ailleurs, pieds. Phil, Tu veux qu'on en parle rapidos? bah ouais, carrément, parce que j'ai vu quelque chose À la passer. limite, on fait ça au Euh, lieu de faire la revue des marchés classiques ce soir. De toute façon, on va Bah, parler de dans ce tous les cas, risque-là. on n'a pas fait la revue des marchés classiques, mais là j'ai vu passer une info assez importante. La Deutsche Bank qui a été soumis à un stress test par la Fed et il y a que chi, enfin ils n'ont pas bien su répondre apparemment. J'ai lu fail, donc je pense que fail veut tout dire, hein. Mais Si la qu'est-ce qui Deutsche s'est Bank, de passé en toute fait? façon, je vais te dire, si Elle a la été Deutsche Bank cataloguée banque à passe risque. un stress test, c'est que le stress test, il veut vraiment plus rien dire. Je veux dire, attends, quand ils ont combien? C'est plus de 6 à 7% de collatéraux complètement péraves. On sait que ça n'a aucune valeur. Et derrière, ils sont supposés avoir 5% de capitalisation propre. Donc, quand tu as plus d'actifs merdiques que ta capitalisation de base, déjà, tu es ce qu'on appelle dans une faillite. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ça tient tant qu'il n'y a pas la merde boursière qui arrive, et ça va arriver. Hein. Mais en gros, tes collatéraux, on sait qu'ils sont complètement merdiques et qu'ils n'ont aucune valeur zéro. Hein. Et tu les portes en bilan et ta capitalisation propre est plus faible que ces collatéraux. Une petite Comment tu question. fais? Techniquement parlant, vraiment, tu es une entreprise qu'on Phil, appelle en faillite, c'est-à-dire que tu n'as pas le capital. les collatéraux, c'est entre guillemets tous les produits de merde et les crédits de merde qu'on sait Oui, pertinemment oui, qu'ils c'est ne ça. sont C'est jamais ce remboursés. qu'on appelle les dettes collatérales. C'est la grosse merde. C'est tout le high yield qui traîne depuis des années et qui ne peuvent pas revendre parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, Eh ben tout tiens, simplement. tu sais que l'Europe a voulu faire passer une motion assez récemment, justement de d'omettre les collatéraux de ce type-là de leur bilan. Et toutes les banques se sont mis à Mais gueuler évidemment. parce que sinon ils étaient déclarés en faillite. Notamment bah, la Deutsche Bank, du coup, comme tu as le souligné. Mais évidemment, mais si tu veux, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le régulateur qui fait tout pour que les choses soient les plus saines possibles, et de l'autre côté, tu as la réalité physique du marché, c'est-à-dire le fait que si vraiment on regardait ce qui se passe à l'intérieur, ils seraient pas tous en faillite, mais il y aurait beaucoup de banques quasi systémiques, pour ne pas dire systémiques, qui seraient clairement en état de faillite. Et on ne veut pas ça, parce qu'encore une fois, une banque, on s'en fout qu'elle émette du crédit, on s'en fout qu'elle soit dans un état de faillite théorique. Tout ce qui importe, c'est que la confiance soit là. Hein, c'est tout ce qui importe. Donc en fait, on fait tout pour que la confiance soit maintenue, même si on sait que c'est un système qui va au bout. Hein, on met des pansements sur des pansements sur des pansements sur des pansements. L'important, c'est que la psychologie de marché ne change pas. C'est-à-dire que dans la tête des investisseurs, ça reste un marché bullish. Le jour où ils passeront dans un marché bearish, tu peux être sûr qu'on regardera tous les problèmes et ça se passera très mal. Mais pour l'instant, dans la psychologie des gens, on est toujours dans un marché bullish. Donc il ne faut pas non plus lutter trop agressivement. Moi, je pense qu'on est déjà sur le point de flexion. C'est-à-dire que très clairement, je pense que tout le monde pense qu'on est bullish. Moi, je pense qu'on est déjà au mieux neutre, au pire en train de passer bear. Et ça va se jouer dans les prochains mois. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se dégrade à Wall Street. Moi, je le vois clairement. Hein. Graphiquement, ça se voit que ça progresse plus. Et un marché, quand il progresse plus et qu'il a beaucoup accumulé de risques, au bout d'un moment, il finit par regarder ces risques. Et là, c'est là où, en général, la psychologie de marché s'inverse complètement. Et c'est un bouton. Hein. C'est comme quand tu allumes et que tu éteins la lumière. Il n'y a pas d'entre-deux, si tu veux. L'état de marché, c'est un sentiment bullish ou un sentiment bearish et une petite phase de neutralité entre les deux. Bullish et bearish essaient de se jeter la balle. Et puis, d'un coup, en fait, après 8 ans de croissance, on sait très bien que normalement, c'est les bears qui vont l'emporter. On ne sait juste pas quand. Voilà, Ah, c'est ça 8 ans. Non, Les mais de toute cycles façon, de le 8. monde est Hein, binaire, hein, de toute façon, comme tu dis, Phil. Le monde est De binaire, quoi? soit ça va. De toute façon, le monde est binaire, soit ça va, soit ça va pas. Donc, soit on est bulles, soit on est bear, malheureusement. Voilà, c'est Les marchés avec exactement une ça. C'est une psychologie. histoire de psychologie, c'est que soit le marché est confiant, et tant que le marché est confiant, on ne revend pas ses actions, parce que aujourd'hui, il n'y a que ça qui génère du rendement. Donc, si tu veux, tout le principe
de fonctionnement des marchés financiers, qui est donc un marché de croissance. Quand tu mets de l'argent dans les marchés, tu veux faire quoi? Tu veux gagner de l'argent, tu ne veux pas récupérer la même somme. Donc on soit bien d'accord, à partir du moment où tu vas sur les marchés, tu n'y vas que pour générer de la croissance de capital. Donc c'est un marché qui doit monter. Donc quand ça se passe bien, il faut que ça monte. C'est un mécanisme qui est obligatoire, les actions doivent monter parce que c'est comme ça. Donc pour l'instant, elles montent encore, de moins en moins parce que ce sentiment bullish s'érode et que clairement, là, tout le monde n'a plus du tout une vision haussière à moyen long terme. C'est d'ailleurs pour ça que les taux longs commencent à grimper que les taux courts grimpent à mort parce qu'on n'a plus de visibilité et petit à petit, les stratégies se court-termisent et c'est typique des fins de cycle. C'est-à-dire qu'on sait que ça va merder, on ne sait pas quand et on attend le timing. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un investisseur institutionnel qui joue avec des millions, il ne joue pas à faire de l'anticipation comme moi. Ou alors il va le faire avec un pourcentage de son capital alloué aux stratégies hautement spéculatives, mais il ne peut pas prendre autant de risques que moi avec des capitaux de 500 ou 600 millions de dollars. Ils ne peuvent pas faire ça parce que ce n'est pas possible. Et ce serait bien trop risqué de faire courir ça à des fonds de clients. Sachant qu'un client, en général, quand il est investi dans un fonds, il ne cherche pas à gagner 100% par an. Il s'en fout, il sait que c'est des fonds beaucoup trop risqués qui font ça. Un gérant, il va essayer de produire ce que les gérants de fonds font généralement, c'est-à-dire du 15 à 25% annuel. Ils essaient de suivre l'indice. Voilà. Donc, il faut te dire un truc, c'est ça qui fait que le marché ne baisse pas aujourd'hui, parce que les stratégies, elles ne veulent pas prendre trop de risques, et tout le monde sait que ça risque de merder, mais on ne veut pas être les premiers à le faire. Donc, on retirera les billes que quand le sentiment commencera à shifter. Et pour l'instant, on sent que ça commence à tergiverser, mais c'est pas perdu. Et c'est vraiment pas. Je crois que c'est une citation qui vient de Thinkerview. Je sais que tu regardes beaucoup, mais quand on arrive, reprendre l'exemple du QE, l'injection de liquidité dans les marchés pour empêcher que tout ce beau bordel ne baisse. Quand on met de l'essence, enfin quand on vient à mettre de l'huile dans le moteur tous les 30 bornes pour continuer à avancer, c'est que forcément il y a un trou. Et quand on injecte autant de liquidité dans le marché pour avoir de moins en moins de croissance, c'est comme ce que je viens de dire pour une bagnole, c'est que forcément il y a une couille dans le potage. Alors, Thinkerview, moi, si tu veux, ce qui m'énerve, c'est que je les trouve très compétents dans beaucoup, beaucoup de domaines. Je les trouve extrêmement incompétents à chaque fois qu'ils parlent d'économie. Enfin, pas incompétents, mais extrêmement biaisés. Ils font toujours intervenir les mêmes types de personnes qui ont toujours le même type de discours. Et Dieu sait que je leur dis, parce que ça m'énerve à chaque fois d'entendre ça, il faut faire attention. D'accord ? Il y a l'économie. Il y a les économistes, et par exemple la dernière qu'ils ont fait l'autre jour avec les 3 économistes gauchos, c'est bien, mais voilà, il faut comprendre que si tu analyses le marché financier, d'accord, parce que c'est bien ça, avec une vision marxiste et une vision de gaucho, tu vas droit dans le mur. Moi, je vous l'ai toujours dit, je suis un vrai gaucho, un vrai de vrai. Mais par contre, mes convictions de gaucho, je les mets carrément de côté quand je trade. C'est pas compatible. Tu rationalises pas le marché, tu le regardes pas avec un œil de gauchiste. C'est un truc pur droitiste, pur salopard. Le marché, c'est comme ça qu'il résonne. Il faut comprendre comment fonctionne le marché et comment fonctionnent ceux qui sont dans le marché. Et ils n'ont pas du tout une vision de gauchiste. Donc, il faut vraiment voir le marché pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'on y est simplement pour gagner du pognon et que les gens qui sont dedans, ils prennent des risques et qu'ils ne veulent pas perdre d'argent. Quand on prend un risque, on doit avoir la rémunération associée à ce risque. Évidemment, c'est un système qui surchauffe au bout d'un moment. On prend de plus en plus de risques, puis on fait n'importe quoi. Et puis au bout d'un moment, tous les risques s'accumulent d'un coup, tout explose. Mais c'est comme ça que fonctionnent les marchés financiers. Et à chaque fois, on a toujours les mêmes mecs qui arrivent et qui te disent « Mais c'est n'importe quoi, Wall Street, il va falloir les museler, ils font n'importe quoi. » C'est pas normal que ça fonctionne comme ça. Mais en attendant, si. Parce que le pognon, c'est toujours les mêmes qui l'ont et ils rationalisent toujours les choses de la même façon. Il ne faut pas confondre les choses parce que Karl Marx était malgré tout admiratif du capitalisme et il a toujours dit, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que Karl Marx, on l'associe toujours à l'État communiste, c'était un pur communiste, bla 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 et bla. Mais non, voilà, non, pas du tout. Il a toujours admiré le capitalisme. Pourquoi ? Parce que croissance était égal à la dette. Enfin, c'était 2 choses qui étaient liées. Ok. Et deuxième chose, c'est qu'on n'aura jamais autant d'avancées. Pardon. On n'aura jamais autant d'avancées, que ce soit technologique, que ce soit social, environnemental, tous les types d'avancées que vous souhaitez, qu'avec le capitalisme. Aujourd'hui, on n'a aucun autre modèle économique, du moins, qui nous permette d'aller aussi loin. Enfin, de faire autant de choses. C'est un système qui commence à arriver à bout de souffle. Il faut quand même également aussi regarder dans le rétro, c'est-à-dire qu'il faut regarder à quel prix
tout ça c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle qui est complètement dépendant. Donc là, tu vois, par exemple, c'est le gauchiste qui va te parler. Hein. Tout à l'heure, je t'ai fait le discours de droiteux. Maintenant, je vais te faire le discours de gauchiste. Le problème du capitalisme, c'est pas la croissance permanente et les licornes boursières qui vont avec. C'est le fait que le capitalisme, d'une, et ça, c'est pas nouveau, ça creuse des inégalités absolument affreuses. Donc après, c'est toujours pareil. Ça dépend où tu vas regarder. Est-ce que tu regardes le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? C'est sûr que si tu regardes d'un point de vue simple, progrès, voilà, on a créé plein de choses. On a créé des Tesla, on a créé des machins, des voitures qui roulent toutes seules. La moitié de la population a un smartphone. Et, tout le monde tout le monde vit une belle vie, tout ça, tout ça. Bon, après, si tu regardes le verre à moitié vide, tu vois qu'au final, on a plus de 30% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, que c'est franchement la merde pour pas mal de gens, qu'on a de plus en plus de gens qui sont complètement à la rue en travaillant. Ce que je veux dire, c'est quand même affreux. C'est-à-dire que ça dépend toujours ce que tu regardes et où tu poses tes yeux. Faut te dire qu'un Capitalisme pour capitaliste, il tous. regardera jamais ce qui va pas, et un gauchiste, il va regarder tout le temps ce qui va pas. La réalité, je pense qu'elle se trouve un peu entre les deux, sans te faire du macronisme, hein, on est bien d'accord, c'est pas du tout ce délire-là, mais il faut vraiment faire attention à se dire, la réalité, c'est ni la gauche ni la droite, ni tout va mal, ni tout va bien. Il faut juste, par contre, essayer de se dire que le capitalisme apporte des bonnes choses, mais qu'il faudrait peut-être quand même, au bout d'un moment, limiter l'avancée des fractures sociales, puisqu'on sait très bien où ça finit, et que ça finit jamais bien. Ouais, Exactement comme tu comme ce dis, qui s'est il passé faut en trouver. 29. Pardon? Baptiste? Ah, excuse-moi, Doc, vas-y. Hein. Et exactement comme ce qui s'est passé en 29 au final. Enfin, après bien sûr, on a eu bon, bien après 29, on a eu New Deal. Je crois que c'était Hoover, justement, d'où le barrage Hoover et plein d'infrastructures, ce genre de choses, qui était l'économie keynésienne. Le capitalisme pur et dur, la relance par l'État, ce genre de choses. Et certes, ça creuse les inégalités, ce qui forcément va provoquer des récessions, mais de manière simple, parce que si les salariés, parce que au final, dans le capitalisme, il y a deux classes. Il y a les patrons, il y a les ouvriers, qui seront toujours, ils auront toujours deux visions radicalement opposées. Et les patrons qui voudront toujours plus de bénéfices. Moi, Et je n'irai pas nécessairement là, parce que c'est un raccourci un peu facile de dire les patrons et les employés. C'est le capital et la force de travail. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que tu as les gens qui profitent et qui vont capitaliser, c'est-à-dire faire valoriser les capitaux, et tu as les gens qui, eux, n'ont pas accès à ce système de capitalisation, qui, eux, sont simplement ce qu'on appelle la force de travail, c'est-à-dire la plupart des gens qui, tout simplement, ne s'intéressent pas du tout aux mécanismes financiers, s'intéressent purement et simplement, en gros, à aller travailler, prendre son chèque, bouffer, acheter deux, trois conneries et répéter ça autant que voilà. C'est la masse, entre guillemets, qui sert à faire fonctionner l'appareil productif, mais qui ne profite absolument pas des bienfaits du capitalisme. Et c'est ça, en fait, le vrai danger aujourd'hui, c'est que en avançant dans ce mode-là, qui est un mode parabolique, puisque faut bien comprendre, le problème du capitalisme, c'est pas la croissance infinie. C'est le problème, c'est que c'est un système parabolique qui va demander dans le temps toujours plus de dettes, donc de plus en plus d'injections monétaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette injection monétaire, elle n'est pas redistribuée de façon équitable. On le sait, c'est pas nouveau. Donc ça crée des surinflations de valorisation boursière, donc ça fait surchauffer la sphère financière, dont la sphère productive n'a absolument aucun bénéfice. C'est ça le réel problème aujourd'hui. C'est pas que la bourse monte. Le problème aujourd'hui, c'est de verser des dividendes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, si on voulait redistribuer, qu'est-ce qu'on ferait? Au lieu de faire un 13e mois à nos ouvriers, on leur donnerait des actions, en fait. Au lieu de les garder pour nous, pour les petits riches, qui profitent justement de la hausse du système financier et de la hausse perpétuelle de la croissance boursière, c'est là où le problème il est. Parce que si on redistribuait la valeur et que tout le monde pouvait en profiter, en tout cas de façon un petit peu plus juste, en sachant qu'on n'arrivera jamais à un système juste, je pense que là déjà on réduirait l'avancée avec laquelle ces fossés se creusent et les dangers qu'ils représentent. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien comprendre que ceux qui sont exploités, dans l'histoire, on parlait de cycles, tu vois, mais c'est toujours pareil, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les mecs qui sont en haut vont un peu trop loin et que la fracture sociale est tellement énorme, faut bien comprendre que la stabilité qui est vendue par les riches, puisqu'on leur dit, entre guillemets, c'est grâce à nous que vous pouvez avoir une belle télé, une belle machin et qu'on n'est pas en guerre, au bout d'un moment, si tu peux plus bouffer, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Comme à l'époque des châteaux, on te garantissait contre les envahisseurs et compagnie. Puis au bout d'un moment, les mecs, ils ont dit, écoutez, vous nous avez suffisamment pris pour des cons, maintenant on va couper des têtes et puis on va reprendre le pouvoir. C'est exactement ça, si tu veux, le schéma. c'est un cycle qui se répète. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est un cycle qui se répète. Et le truc, c'est, par exemple, le capitalisme tel qu'on l'a vu. Pour reprendre un fait qui s'est passé
après, c'est forcément indéniable. Bon, après, tout le monde pourra toujours trouver quelque chose à redire. La Seconde Guerre mondiale, elle a été causée par quoi? Par du pur capitalisme et de la pure revanche. On a eu la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles signé, donc la France et ses alliés, si je me trompe pas, hein, le traité de Versailles pour la Première Guerre, et qui stipulait que les Allemands devaient impérativement rembourser des dettes, rembourser le mal qu'ils avaient causé. Ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que il y a eu une hyperinflation comme ce que d'ailleurs Master vient de nous parler ce qui se passe en Argentine, qui sont victimes d'une hyperinflation. 25, je vous invite à aller relire dans le chat live, 25% par an, ce qui est pas mal. On a eu la même chose avec le Deutsche Mark, une hyperinflation qui est venue au bout d'un moment, ils imprimaient. Je pense que vous connaissez tous ce scénario. Ce qui a conduit à une famine générale, un gros bordel chez le peuple qui au final s'est révolté. Ils ont amené qui au pouvoir? Ils ont amené notre petit collègue Hitler, et je pense que vous savez tout ce qu'il a fait, et tous vers où ça nous a mené. Et aujourd'hui, on est en train gentiment, à cause du capitalisme, de rebasculer, de recommettre, de recommencer ce cycle. Encore et encore, et en fait, on est toujours Bah, condamné et à faire la attends, même quand chose. même, regarde, tu as déjà un bel exemple. Les Américains ont élu Donald Trump. C'est-à-dire, alors, C'est vrai, c'est on peut vrai. pas non plus comparer ça à la petite moustache, mais en fait, dans l'autoritarisme de la personne, il y a quand même des traits de similarité qui sont étrangement dangereux. Bon, alors Donald Trump aujourd'hui, il évolue dans un système qui le cadre beaucoup plus que ne pouvait être cadré Hitler à l'époque, mais il faut quand même se rappeler que ce monsieur a quand même tenu des discours mais absolument affreux. Rappelez-vous quand même que ce mec voulait construire un mur au sud des États-Unis pour se protéger des vilains Mexicains qui traversaient la frontière. Mais il y a un parti, le mur. Il y a un parti. Il existe. Ah ouais, ça va se faire, hein, ça va se faire. Mais non, ça se fera jamais un truc pareil. C'est n'importe quoi d'imaginer ça. Il fera un petit muret s'il veut, histoire d'être content et de dire qu'il a. Il faut comprendre encore une fois ce qui se passe dans la tronche de Trump. Il faut comprendre comment est le personnage et pourquoi il réagit comme ça. Il se sent investi du besoin de réaliser les promesses qu'il a faites. Mais en fait, putain, il aurait mieux valu que ce soit juste des promesses de campagne comme tous les autres. Au lieu qu'ils se disent, moi, je veux pas faire comme les autres, moi, je vais tenir mes promesses. Mais ces promesses, c'était tellement de la merde qu'il ferait mieux de les oublier. Mais non, il s'est mis dans la tronche de dire, je ferai ce que j'ai dit. Et c'est ça qui est un peu catastrophique, en fait. C'est qu'il va vraiment falloir qu'il y ait un contre-pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai toujours dit que je pense qu'il finira pas son mandat, ce mec-là. Parce qu'au bout d'un moment, il va se heurter à un contre-pouvoir qui va le virer, tout simplement. Enfin, il faut se rendre compte qu'au bout d'un moment, les républicains, ils ne vont pas le laisser faire toutes ces conneries impunément. Et c'est eux qui vont porter la chandelle derrière. Bon, est-ce que quelqu'un a le mot de la fin ou... Juste, est-ce que je peux poser une question à Phil? Bien Ouais. sûr. Ouais. En fait, je voulais savoir, est-ce que tu crois qu'un effondrement du dollar est possible? Si oui, dans environ combien de temps? Et sinon, pourquoi? Alors oui, Personne ne mais pourra prédire ça. d'abord, il y aurait, à mon sens, une hyperinflation complètement folle. C'est-à-dire que pour moi, le dollar, avant de s'effondrer, il va déjà falloir qu'il parte en parabole. Voilà. C'est un des scénarios que j'envisage d'ailleurs. Hein, ça fait partie des choses où, comme je dis, s'il y a une bulle à Wall Street, elle sera probablement soutenue par une guerre et un aspect refuge du dollar. C'est-à-dire que dans ce cas-là, tout le monde achètera du dollar, on ne saura pas trop pourquoi. Mais c'est la tendance neuneu, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus pourquoi, ça sort complètement de tout sens logique. Mais en fait, tout le monde fait la même chose et ça crée une accumulation folle de capitaux. C'est-à-dire que si tout le monde se dit, OK, l'actif refuge dans une période d'incertitude, ça devient le dollar, en fait, tu vas avoir toutes les actions qui vont faire un peu n'importe quoi. Les émergents, surtout, se feront démonter. La zone euro, on fera un peu n'importe quoi. On fera ping-pong entre les deux. Et tu auras Wall Street qui partira en parabole complète. Seront les seuls à monter. C'est-à-dire que derrière, on sera en train de te vendre des croissances complètement ouf à Wall Street. Mais en fait, si tu regardes de l'intérieur des indices, en fait, tu te rendras compte que c'est que quelques composants qui partent complètement paraboliques, ceux qu'on connaît déjà. Hein. Et dans ce cas-là, en fait, tout le pognon va s'accumuler sur les gigacaps américaines. Derrière, tu auras des dysfonctionnements complets dans la structure des indices. Et au bout d'un moment, en fait, là, le dollar perdra complètement sa valeur. C'est-à-dire, tu auras un crack dollar d'un coup et tout le monde passera sur autre chose. Je ne sais pas quoi, peut-être les bitcoins, les cryptos, on ne sait pas. C'est un scénario, moi, que j'envisage, en tout cas, qui aurait une construction assez logique de prix de fin de tendance. C'est-à-dire, en fait, je vous l'ai toujours dit, il y a deux options. Soit on est déjà en train de rationaliser le marché et de regarder ce qu'on a sous les pieds. Et à terme, je pense que c'est des sorties baissières sur les indices qui se trameront. L'option numéro 2, c'est au contraire, le marché met les œillères encore plus, voire ferme carrément les yeux. Et puis alors là, on se laisse porter par la vague.
Et dans ce cas-là, c'est, je pense, un dollar complètement stratosphériquement haussier qui attire tous les capitaux mondiaux jusqu'à faire complètement imploser la bulle action américaine. Et là, après, derrière, c'est la panique à bord. Hein. C'est-à-dire tout le monde aura acheté des dollars, les actions seront en train de s'effondrer en dollars, tout le monde voudra les vendre un peu au dernier moment, ce sera panique à bord. Je rappelle qu'un crack, c'est un truc qui va perdre 40 à 50% de sa valeur en quelques semaines. Hein. Donc imaginez-vous que si Wall Street il monte encore comme des tarés à cause d'un dollar qui monte, qui fera mécaniquement monter le prix des actions. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde se réfugie en dollars, les actions vont valoir de plus en plus cher. Et du coup, forcément, ça fait monter le prix des indices. Hein. Et ce sera un effet mécanique. C'est-à-dire que le reste des actions peuvent toutes baisser ou stagner. Et Wall Street sera les seuls à partir en complète sucette haussière par cet effet de change. Mais par contre, il faut vous dire que si on part en parabole sur les actions, derrière, c'est toujours, boum, ça perd toute sa valeur d'un coup, un beau jour, le jour où la crise débarque. Et là, il faut vous dire un truc, c'est qu'à Wall Street, quand on perd 40 à 50% de la capitalisation globale d'un coup, ça fait mal. Et comme je vous dis, tout le monde veut sortir et on se rend compte, encore une fois, qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. C'est-à-dire on a créé un beau système de Ponzi qui s'effondrera sur lui-même, mais avec des centaines de milliers de milliards de dollars de capitalisation qui s'envoleront en quelques temps. Pas comme une petite bulle sur le Bitcoin. Voilà. Parce que le Bitcoin, quand il explose, si tu veux, mis à part ruiner un peu les gens qui étaient investis dessus en spéculant n'importe comment, ça n'a pas fait grand-chose dans l'économie réelle. Quand tu t'amuses à éclabousser toute l'économie réelle avec des centaines de milliards de dollars de capitalisation qui disparaissent en quelques secondes parfois, je peux te dire que là, ça a des conséquences réelles hein, sur l'emploi, sur la stabilité financière, sur la croissance, sur la confiance des... Ah oui, regarde dans... C'est énorme. C'est super joli, merci Gantz. Regarde dans chat live, Phil. C'est juste pour toi, ça. Ah oui, mais j'adore. Alors, par contre, bon, alors je pense qu'on va pas rentrer dans ce débat-là, Phil. On a 1h40 d'épisode. Et bien écoutez, le mot de la fin. Je pense qu'il n'y en a pas spécialement, mais qu'on pourra, je pense, en débattre peut-être un peu plus en détail, puisque ça mérite vraiment un débat, ou peut-être qu'on s'y étale un peu, potentiellement à l'épisode prochain, ou dans un épisode prochain. Comme d'habitude, je voulais remercier l'équipe, donc Phil, Baptiste, Jean-Luc, d'avoir été là. Comme d'habitude, vous êtes toujours au top. Merci à toi Thibaut d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère d'ailleurs te retrouver avec nous la semaine prochaine. Je t'expliquerai tout ça. Demain. Je pense que tu vas apprécier l'idée. Ça pourrait être pas mal du tout. Et merci à vous qui nous avez suivis sur le Discord. Désolé, on n'a pas pu faire de live, on a eu un petit problème technique. Écoutez, je vous donne rendez-vous lundi prochain de 21h à 22h30 ou sinon sur notre chaîne YouTube. On a tous nos épisodes qui sont diffusés en général quelques jours après, voilà, comme dit Baptiste, le replay, qui sont diffusés quelques jours après le lundi. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée, bon trade. Ciao, ciao la bise. Salut les crypto-dingos, les dingos.